Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, week-end à Vierzon. Voilà, une petite soirée feu dans la cheminée. Et ce soir, on va parler oligarchie, idéologie de l'oligarchie, valeurs de l'oligarchie, quel ennemi on combat, et essayer de mieux connaître les valeurs de cet ennemi. Voilà. Alors, bonsoir citoyenne. Non, pas citoyenne, s'il te plaît. D'accord, ça commence bien. Bonsoir citoyen Wilson. Citoyen Mishka. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on avait mis dans le titre, on avait mis l'oligarchie ou les pathocrates au pouvoir. C'est quoi un pathocrate ? Un pathocrate, c'est un mot nouveau, un néologisme qui désigne un psychopathe addict au pouvoir. Mais c'est très simple, hein, c'est vraiment le plus concentré comme définition. Voilà. De pathos, souffrance, oui, en grec, oui. et kratos, le pouvoir. Voilà. Donc c'est des personnes qui jouissent du pouvoir par la souffrance. Non. Au contraire, ils chassent la souffrance en étant au pouvoir. Et ils infligent la souffrance à autrui, aux autres. Donc ça rentre dans leur mode de domination, ils dominent par la souffrance ? En réalité, il s'agit d'une approche, disons, pluridisciplinaire, parce que on voit le phénomène des gouvernants qui font du mal à leur peuple et à d'autres peuples. Et on s'est posé la question de l'origine, la jeunesse de ce type de structure de gouvernance. Et on est arrivé à la conclusion que, en réalité, ce sont des psychopathes, en général des pervers narcissiques, hein, qui fonctionnent très très bien avec les finances, très bien avec la politique, et ce sont des gens qui sont addicts au pouvoir, donc qui font tout le nécessaire pour contrôler les autres. Ils mentent beaucoup, ils transgressent, ils ne peuvent pas vivre sans transgresser, et voilà ce qu'on a comme preuve. Macron, Transgresser quoi, les lois morales ? Les lois, toutes les lois. Et regardez Macron. Regardez ce qu'il fait. Il veut faire de l'île de la Cité où il y a eu Notre-Dame, là, un complexe touristique pour les JO. C'est quoi ça, si on ne transgresse pas? Sans appel d'offres, hein, en transgressant toutes les normes, et je crois qu'il a même nommé un préfet, non, oui, quelqu'un qui va se chercher justement des œuvres, et il transgresse tout, il ne respecte rien. Et il y a énormément, même les gens de Wall Street, hein, les pathocrates comme Rumsfeld, comme tous les gens qui sont au pouvoir et qui nous asservissent. Et ils jouissent de leur pouvoir par la souffrance, en infligeant de la souffrance aux... C'est-à-dire que le propre du pervers narcissique, c'est de ne pas ressentir de l'empathie. Donc, c'est des gens qui ont une économie psychique qui les permet de se tenir à l'écart des sentiments. Et donc, les voilà au pouvoir. Il faut les chasser. Hein. Il faut les chasser parce que... Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont très difficiles à soigner. Ces gens-là, ils sont là parce qu'il y a de l'impunité. C'est-à-dire, ils peuvent faire tous les malfrats, toutes les guerres, nous amener à une guerre nucléaire, détruire la nature, nous détruire. Et voilà, ils sont là, ils jouissent de l'impunité la plus totale. Donc des pervers narcissiques au pouvoir. Ça fait penser à certains milliardaires qui avaient des maisons de couture et qui jouissaient du pouvoir qu'ils avaient sur les autres en faisant de la torture, en faisant des choses vraiment extrêmes. Bon, maintenant il est décédé, donc voilà, mais il y a des témoignages de son chauffeur qui est exilé au Canada et qui racontait ces histoires de personnages très riches qui n'avaient plus de limites éthiques et qui finalement, c'était pas une question d'argent, c'était une question d'avoir du pouvoir sur les autres
et d'asservir les autres en fait, et les mettre dans des situations dégueulasses. Ça te rappelle quelque chose, ça? Oui, ça rappelle. Alors, c'est pas un cas isolé, hein, si tu parles de Pierre Berger, bien entendu, qui est un exemple parmi d'autres. C'est pas un cas isolé. Voilà, Pierre Berger fait partie de. Il n'est plus de ce monde, mais il a fait partie de cette oligarchie hein, que moi, personnellement, je les appelle les plutocrates. Parce qu'en fait, l'oligarchie, c'est pas si simple que ça. L'approche n'est pas si simple que ça. On ne peut pas dire quelqu'un qui a du pouvoir et de l'argent que c'est un oligarque, forcément. L'oligarchie, elle se compose de gens comme Pierre Berger, hein, c'est-à-dire des gens qui sont aussi, en même temps, qui aiment, autocrates, du coup, avoir du pouvoir sur les autres. Par la souffrance, hein. Il torturait. Il torturait ses amants. Il pissait dessus, il faisait des trucs. Bon, voilà. Après, on va épargner ça à nos internautes, mais voilà, il était dans des dérives qui sont propres à l'oligarchie, parce que si on entend justement toutes ces histoires, très souvent ça vient du haut. Hein. Tout ce qui se ramène au bas vient du haut. Hein. C'est l'effet de ruissellement. Et l'oligarchie montre toujours l'exemple. Pas dans le bon sens, mais montre toujours l'exemple. Donc je ne suis pas étonné d'entendre des histoires comme ça. Alors, Pierre Berger, c'est l'exemple de moi, ce que je définis vraiment. Alors, dans l'oligarchie française, il y a les plutocrates. Hein. La plutocratie, c'est du Arnault, c'est Bernard Arnault, c'est du Lagardère, du Dassault, etc. Qui eux-mêmes sont maintenus à flot au niveau argent par les banksters, les Mathieu Pigasse, etc. Et ça, c'est ce que j'appelle l'oligarchie française. Mais derrière l'oligarchie française, il y a des idéologues. Et les idéologues, c'est eux qui créent cette condition, cette matrice idéologique autour de l'oligarchie. Pourquoi? Dans quel but? La domination. Ces idéologues, on les voit un petit peu moins, même si on les connaît, plus ou moins. Et eux, ils sont reliés à ce qu'on appelle, dans une vision marxiste des choses, l'hyperclasse mondiale, l'hyperclasse mondialiste. Et cette hyperclasse mondialiste, Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, tout ça lié évidemment avec la trilatérale, le Bilderberg, etc., assoit sa domination sur les oligarchies locales, on va dire. Et en France, les ramifications sont vite faites. Et qui les tient, ces ramifications? C'est les idéologues, les faiseurs d'idées. Mais ils font partie de l'oligarchie également. Bien sûr, mais eux, c'est les idéologues. Et moi, je les vois beaucoup plus puissants que les plutocrates. Parce qu'un plutocrate sans son idéologue, son argent, il va en faire quoi? Non, il y a des buts, il y a des objectifs. Dans les idéologues, il y a du Attali, il y a du Soros. Alors Soros, c'est plus au niveau mondial. Bon, en France, Attali. Mais Attali, non seulement c'est un idéologue français, mais mondial. Il est connu dans le monde entier. C'est un faiseur d'opinion. Il est capable d'influencer l'opinion d'un pays, d'un gouvernement. Ça, faut le savoir. C'est pas qu'en France. Mais est-ce que ces oligarques se considèrent encore comme des humains? Est-ce qu'ils ne se voient pas au-dessus comme une sorte d'élite éclairée? Et puis nous, ils nous considèrent comme du bétail, finalement, à élever dans des HLM pourris, à utiliser, à nourrir avec de la bouffe dégueulasse. C'est la théorie du peuple prêtre, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme le peuple prêtre. Quand je dis le peuple prêtre, on ne parle pas de communauté bien précise, mais une sorte de consortium, de groupe bien défini, mais ils se sentent être les prêtres de l'humanité. Ah. C'est par eux que vient de la lumière, c'est eux qui doivent guider le troupeau, toujours, oui, et on le maintient. Oui, et on crée des fausses oppositions pour maintenir un semblant de démocratie. Et tout ça, on l'accompagne en tant que berger, c'est les bergers de l'humanité. Ces gens-là se prennent pour les bergers de l'humanité. Jacob Rothschild, quand il crée, à travers sa filiale Blackstone, quand il est à l'origine de la création de BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, avec son ami Larry Fink, il fait ça en tant que berger, il fait le travail de Dieu, comme disait Lloyd Blankfield à Goldman Sachs. Ces gens-là sont investis d'une sorte de mission divine. Ils sont dans cette expectative. Dans ce délire. C'est ça qui est extrêmement grave. Dans ce délire. Et donc ça, c'est pas un délire que nous, les Gilets jaunes, on a. Nous, on est à la base de la pyramide, forcément. Mais ça, c'est pas nouveau, en fait. On en discutait tout à l'heure. Par rapport à des oligarques, des tentatives oligarchiques, c'est apparu même au Moyen-Âge? Oui, je pense que c'est... Tu fais référence en fait à ce qui se passe en fait dans les différents courants du christianisme, où il y a eu des mouvements d'émancipation de gens qui, pour le coup, voulaient jouer les bergers, certainement, mais dans le sens de prendre des responsabilités pour éduquer le peuple.
qui du coup créent des confréries, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, et donc qui s'organisaient et qui avaient donc une doctrine, et qui soit s'établissaient dans les villes, pour être au plus près des gens, et faire l'enseignement dans la rue, sur la place publique. C'est l'ancêtre de la Sorbonne, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir par ailleurs. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. C'est les Clunisiens, d'où à Paris, Cluny et la Sorbonne. Une approche d'aller dans la ville, là où sont les gens. D'où la ville, centre de la culture, de la Renaissance, des sciences, et tout ça. Par la suite. Et par ailleurs, il y a des courants qui, eux, vont placer plutôt leur identité dans le fait de famille aristocratique. Dans une famille aristocratique, il y a un humain qui hérite, qui reprend les responsabilités et le titre. Il y en a un qui prend des responsabilités dans l'église. Et il y en a un, et c'est à haut niveau, et il y en a un peut-être qui va aller mourir, tout ça de toute façon il est trop, voilà, et qui va aller faire la croisade. Mais dans ceux qui prennent des responsabilités du pouvoir, donc pas temporel, mais du pouvoir spirituel, Factuel. voilà, qui rentre au service de Dieu, ces gens-là, il y a une forte tendance à ne pas vouloir éduquer le peuple, mais plutôt à faire du temporel, à gérer des immenses territoires. Et à s'isoler du peuple, en fait, et à faire des abbayes à l'extérieur, Ouais. avec le maximum de sophistication et ou de confort, et à se couper du peuple, à ne pas enseigner dans les villes. Et là, tu disais que c'était les cisterciens? Alors il me semble que dans les cisterciens, c'est un peu global. Il y a les deux courants en même temps dans les cisterciens. Il y a les Clunisiens, qui vont dans la ville, qui font les œuvres sur les cathédrales, toutes les sculptures, c'est des bibles de pierre. Donc on peut lire et apprendre dans les cathédrales? On peut lire sans lire, c'est imagé. On peut apprendre, c'est pour les gens. Et d'ailleurs, souvent, il y a des images assez caricaturales quand on regarde le roman, tout ça. Donc il y a un côté, en fait, de ne pas chercher à impressionner les gens, simplement de faire réfléchir. En tirant les traits des diablotins, des gargouilles, des trucs comme ça, les gargouilles, les gens qui font la grimace, qui font le trucs, qui touchent quelque part une forme d'humour, qui est pour les gens, qui est populaire, qui est sur des idées, le bien, le mal, les textes religieux, tout ça. Et les autres, c'est pas du tout ça. On fait des trucs très austères. On prétend qu'on est justement austère et qu'on est pauvre, qu'on est proche de Dieu. Mais par contre, à l'intérieur, une fois qu'on a passé la façade qui elle est toute austère, où il n'y a rien à lire du tout, c'est le faste. Là, c'est le faste. Là, c'est le faste. Et donc, effectivement, ces énormes propriétés où ils vont se mettre à la campagne, loin des hommes, loin des problèmes de ce monde et du péché. Et en fait, ils gardent les technologies ils ont leur technologie. Ils rançonnent la population. Et ben voilà, c'est les aristocrates et c'est des oligarques. Ils ont une pensée oligarchique. Là, je suis tout à fait d'accord. Parce que tu disais les sommes, c'est dans la tête que ça se passe. C'est les Templiers aussi, la logique des Templiers? Ouais, les Templiers sont ça. Et ils ont amassé énormément de fric, quoi. Énormément de fric comme ça. Et même au sein de l'ordre des Templiers, entre Templiers, il y avait une hiérarchie avec ceux qui étaient donc, de l'aristocratie et les Templiers qui étaient du peuple et qui avaient, pardon pour le son, les Templiers, tu veux dire? Ouais, vas-y. Les Templiers qui, eux, étaient pas aristos et qui mangeaient pas avec les autres, quoi. C'était pas une vraie fraternité. C'était même pas une vraie fraternité. Ils reproduisaient cette ségrégation de classe. Et les Templiers qui étaient tellement riches qu'ils prêtaient au roi de France. Voilà, qui étaient les banquiers des rois de France. Et ils ont mal fini, en fait. Voilà. C'est ça. C'est que, disons, peuple prêtre, peut-être ça correspond à une dérive dans un certain courant de la religion, de la pensée religieuse. Je pense que le problème, c'est effectivement, c'est pas tellement ce qui est écrit à un endroit, c'est ce que les gens ils décident d'en faire, leur intention. Et c'est ça qui est oligarchique. Je te remercie, c'est toi. Une petite précision rapide là-dessus.
par rapport au christianisme, en fait, ce qui permet d'avoir une grille de lecture, c'est que le péché originel, pardon. Il y a une vision qui dit que le péché originel, c'est une imperfection originelle, ce qui crée une humilité chez l'être humain et le chemin de la perfection. C'est-à-dire, l'être humain n'est pas parfait, mais il peut s'améliorer. Il y a une perfectibilité possible. Il y a une deuxième version oligarchique du péché originel qui est un processus de culpabilisation. Tu es mauvais, tu resteras mauvais, et on doit te rappeler éternellement ton mauvais, la toka. Voilà. Et donc dans l'Église chrétienne, il y a eu, comme a dit Antoine, des gens principe d'émancipation, avec le péché originel comme grille de lecture, et d'autres qui ont utilisé ça pour, des oligarques, détruire en fait ce qu'il y a d'humain en nous. C'est-à-dire l'humilité. Nous sommes imparfaits, nous serons toujours imparfaits, mais parce que nous sommes imparfaits, nous sommes capables de perfectibilité. Ce qu'il fallait démontrer. Et le transhumanisme l'a dévoyé, ça d'ailleurs. Ils disent l'homme n'est pas parfait, mais ils peuvent se perfectionner. Tiens. Sauf que qu'est-ce qu'on peut perfectionner si ce n'est le corps physique? Exactement. Ça ne renvoie pas du tout à la notion de perfectibilité qui est spirituelle. Exactement. Bonsoir, citoyenne. Arrête, elle est citoyenne. T'aimes pas ça, citoyenne? Bah non, vu d'où ça vient, j'aime pas ça. Tu es sceptique par rapport à la République? Je ne reconnais pas cette République. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau de l'idéologie de ces puissants qui nous gouvernent? Je crois que c'est en fait le paroxysme de la domination de l'homme par l'homme. Et on arrive à un paroxysme parce que on est justement dans cette pathocratie. D'ailleurs, c'est un terme qui est très récent, tu disais. Oui, apparemment, de quelques années, mais je crois. Oui. Ah, c'est très révélateur Mais, que ce soit récent, finalement. Oui, parce que c'est très étrange. En France, on ne trouve pas beaucoup pas du tout même, de la littérature sur ce sujet. Je l'ai lu en espagnol et en anglais. Et c'est rigolo parce que quand on voit leur façon de faire, un petit peu aux oligarques, comment ils contrôlent les masses, c'est surtout par la division. Et comment agit le pervers narcissique pour garder sa proie par la division. Oui, isolant. Il isole, il divise, et là ils sont en train de diviser les populations et d'isoler les gens en fait. Les gens se sentent seuls, ils sont isolés. Et d'ailleurs, les premiers gilets jaunes qui revenaient sur les ronds-points disaient ça y est, on se sent moins seul, on se sent moins isolé. Donc on voit bien qu'ils étaient parvenus finalement, par le biais de ce contrôle des masses, quoi, finalement, à isoler tellement les gens qu'ils ne se parlaient plus et qu'ils ne pouvaient plus se fédérer. Et le but du pervers narcissique, c'est la destruction. Quoi. Ouais. Donc ils veulent nous détruire, les oligarques, ou nous asservir, ou c'est quoi à ton avis Je crois qu'il y a plusieurs grilles de lecture là-dedans. Mais je crois que la visée finale, c'est la destruction. Oui, c'est la destruction. La destruction pour réparation du monde. Ah oui, donc ils ont une idéologie, une spiritualité, une vision spirituelle des choses. Ce qui explique d'ailleurs les idéologues. Oui. D'où vient l'idéologie de ces faiseurs d'opinion, de ces créateurs de think tanks? C'est une idéologie très précise, c'est une idéologie qui remonte à très longtemps. À mon sens, c'est une idéologie qui, il y a un concept que moi j'aime beaucoup, c'est le concept de messianisme actif, chez Youssef Indy. Ça fait des siècles et des siècles qu'il nous prépare à un gouvernement mondial. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'hyperclasse mondialiste, cette vision marxiste des choses qui présente les mécanismes de domination. Ils ont besoin de créer un chaos contrôlé pour pouvoir faire accepter aux gens la dissolution des États-nations et de mettre en place un gouvernement mondial. C'est de tous les mouvements, les révolutions des 2 derniers siècles, les mouvements politiques, sociaux, ont mené et mènent encore vers ça.
Et c'est de secret pour personne. Un bon exemple, c'est les eurorégions. La dissolution des États-nations d'Europe, c'est la présentation de... On supprime des départements, on supprime des régions, on est passé de 22 à combien? À 12 ou 13, et là bientôt ils ont le projet d'en faire 5. C'est les fameuses eurorégions, avec des régions transfrontalières, pardon, je vais y arriver, entre d'un côté l'Alsace, et puis d'un côté une région allemande, on en fait une eurorégion avec un parlement propre, qui ne passe plus par Paris, mais par Bruxelles directement. Ça, c'est une réalité. C'est à nos portes, c'est maintenant, c'est à court terme. Et les gens n'y croyaient pas. Il y a encore 10 ans de ça, mais non, c'est la théorie du complot, machin. Aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, on y est, c'est clair, et c'est acceptable et accepté par les gens. C'est ça le pire. C'est que c'est accepté, le consentement mutuel, c'est pour notre bien, c'est pour faire des économies, l'Europe c'est une bonne chose, etc. Voilà, ils sont dans ce dogme-là, et on va vers ce gouvernement mondial, en supprimant les États-nations. Ils ont un projet pour le Moyen-Orient, ils ont un projet pour l'Amérique du Sud, ils ont un projet pour l'Amérique du Nord, avec l'ALENA, etc. Ils ont un projet avec l'Eurasie, hein, ça nous fait rappeler 1984, George Orwell. Donc on est là-dedans. Et ces faiseurs d'opinion, c'est où qui vont prendre tout ça? C'est quoi? D'où ça vient ça? Quelque chose qui remonte à très longtemps. C'est de la mystique, c'est... bon, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais moi j'invite les internautes à aller se renseigner un petit peu là-dessus. C'est une dynamique très ancienne. Donc dans 1984, pour rappeler, il y avait 3 grands blocs. Il y avait Océania, grosso modo les États-Unis avec l'Angleterre sur l'Atlantique, Est-Asia et Eurasia, c'est ça? Et les 3 se faisaient la guerre 2 contre 1 et ça changeait. Et en fait, ils modifiaient l'histoire pour servir les buts politiques du parti au pouvoir, qui avait des écrans dans toutes les maisons. Des écrans pour diffuser, mais aussi pour regarder et espionner tout le monde. Est-ce que ces oligarques, c'est le pognon, le fric, qui les motive en premier? Parce que finalement, ils l'impriment via les banques commerciales, ce pognon-là. Est-ce que c'est pas une finalité? C'est pas une finalité, c'est un outil. Il faut maintenir les peuples en esclavage, il faut maintenir ce qui reste des peuples. Parce que bon, le peuple aussi, ça mériterait d'être défini. Mais en tout cas, il y a une volonté clairement de nous maintenir en esclavage à travers la dette. C'est la dette qui permet aux gens d'avoir ce dogme de on est responsable, on est coupable de cette situation, il faut qu'on change les choses, on comprend nos gouvernements, on va continuer à payer et à payer. Ah oui, par la valeur d'échange, en fait. Voilà, donc on maintient en esclavage la population mondiale par des dettes qui sont, je vous rappelle, illégitimes à la base. Et par la consommation. Et par la consommation, bien sûr. Donc c'est encore une fois du consentement. Oui. C'est-à-dire toujours, en fait, on avance masqué. C'est quelque chose qui est inacceptable en soi et qui devient acceptable avec le temps. Qui est consenti. Ce qui était inacceptable il y a 20 ans, dans 10 ans, ça sera la normalité, voire même une obligation, et il y aura des lois pour punir ceux qui iront contre cette obligation. Donc sont légion, les preuves. Hein, les oligarques veulent le consentement de leurs victimes, en fait. Tout à fait. La fabrique du consentement de Noam Chomsky est très intéressant par rapport aux médias, mais c'est un bon exemple. Le pervers narcissique fait ça, il veut le consentement de sa victime. Oui. Il y a une première phase de séduction. En fait, il la séduit pour avoir son consentement et puis après pour la détruire. Voilà. D'accord, ok. Il inverse tout, tu vois, le truc. Il va tout inverser. Donc il va projeter sa propre dégénérescence, en fait. Oui. Il la projette sur sa victime. Voilà, donc comme ça il se sauve. Voilà. Comme ça il garde son équilibre. On est dans la réparation. Autrement, il tombe dans la dépression. Alors il faut déprimer. Donc en fait, c'est peut-être toute une communauté qui essaie de se réparer de sa propre dégénérescence avec l'humanité, quoi. Oh là, d'accord. Si, c'est incroyable, hein, mais on est gouverné par ces gens-là. Écoutez, Oui. mais alerte. La réparation, c'est ça, le taïkoun olam. T'as dit quoi là, le quoi? Le taïkoun olam. Le taïkou. Le taïkoun olam, une fois, j'avais vu chez Rouquier BHL qui en parlait. Et BHL disait, voilà, on a une mission divine, en fait. Il y a eu une élection, nous sommes le peuple élu, c'est pas moi qui l'invente, c'est BHL qui le disait chez Rouquier, tu vois. On est venu pour réparer le monde, voilà, c'est notre mission. Et Attali le disait aussi dans une conférence qu'il avait eue avec une journaliste, une jeune journaliste, alors je ne me rappelle plus, je ne peux plus vous citer la date ni le lieu, mais il expliquait précisément ce qu'était que la réparation du monde, quoi. Donc en fait, ils veulent se réparer eux-mêmes
en détruisant autrui. C'est comme s'ils projetaient leur propre imperfection, quelque part, sur autrui, et puis ils détruisent ce qu'ils voient. En faisant adorer le veau d'or, donc la société de consommation et le Pour matérialisme. avilir les gens. Ouais. Mais il faut ça, bon, bah, le veau d'or, c'est Moïse quand il est redescendu de la montagne, il s'est retrouvé effectivement avec son peuple qui avait... Moïse descendait avec les tables de la loi, donc disait aux gens, voilà, j'ai reçu les tables de la loi divine, sauf que quand il était sur le mont Sinaï, les gens, en l'attendant, se sont mis à adorer le veau d'or. Ils ont trahi, Moïse donc... qui leur a dit, voilà, ils ont trahi la parole de Moïse. Donc après, Dieu les a punis. D'accord. Et quand on parle de transhumanisme, parce que là, il y a une tendance là, récente, enfin, sur les dernières années, à investir beaucoup d'argent sur allonger la durée de vie des humains, enfin pas tous les humains, on imagine bien que nous, gilets jaunes, bon, ils s'en foutent un petit peu, hein, déjà qu'on a du mal à se faire soigner les dents, mais... Oui, ça concerne cette hyperclasse qui a de toute façon les moyens de l'immortalité quelque part et du perfectionnement du corps physique. Le perfectionnement ultime étant l'immortalité, bien sûr. Et pour ce faire, ils donneraient le revenu universel à tout le monde. Pour calmer les gens, en fait, hein, pour avoir la paix et pour eux pouvoir se perfectionner, quoi. Mais là, c'est pas l'homme qui veut se mettre à la hauteur de Dieu, devenir immortel. Oui, il considère qu'effectivement, ce sont des dieux, quoi. Ah oui, mais là, c'est du satanisme, parce que... Enfin là, moi, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que ça... C'est pas Satan qui... c'est pas un message satanique, ça? Ouais, oui, c'est un peu l'adoration de Lucifer, de Baal. Ouais. C'est du satanisme. C'est de la magie noire, en fait. La vraie magie noire, c'est ça. Ah, on va loin, là, quand même. On prend cher. À un moment donné, pourquoi il y a aux États-Unis, autant de temples sataniques? Tu vois le truc? Pourquoi ces gens-là se trempouillent dans des réseaux pédocriminels? On est là-dedans, quoi. En fait, là, tu parles du Pizzagate et de tous les trucs glauques à Washington. Ces réseaux-là, le réseau sur lequel Marc Dutroux avait été arrêté, d'ailleurs, il n'y a que lui qui a été embêté, quoi. Il n'a pas dénoncé ses petits collègues. Et donc derrière, c'est les sacrifices d'enfants, c'est des choses dans le genre. Et eux, en fait, c'est dans leur idéologie de transgression de la normalité, des règles. Dans cette pathologie-là, en fait, il n'y a plus de morale, donc c'est une amorale quelque part. C'est même plus de l'immoralité, parce que dans l'immoralité, il y a une conscience de transgression, alors que là, il n'y a même pas de conscience de transgression. Si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de morale, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas de morale. Et ils ont tous les droits, parce que de toute façon, ce sont des dieux. Tu vois, tout est inversé. Pour un peuple prêtre, plutôt, parce que les dieux... quelque part, c'est ça. Mais là, ça revient à notre interview précédente avec le gars qui avait été vénérable maître voilà, de la loge franc-maçonne, Grande Loge de France, où il y avait un petit peu ces... Enfin, on sentait derrière qu'il y avait cette idéologie, alors c'était vraiment pas clair, mais il y avait cette idéologie de transgression, de faire son testament. Donner l'exemple de Dante. Dante, l'auteur vénitien, où il faut absolument descendre aux enfers pour aller vraiment au fond du fond et pour remonter d'aussi belle et créer le paradis, les ingrédients du paradis sur terre. Et encore une fois, cette idéologie qu'on retrouve dans les loges, dans beaucoup de rites, on les retrouve comme par hasard chez nos idéologues mondialistes. Chez un Attali, chez un BHL, chez un Soros, chez les néoconservateurs américains, c'est à peu près la même chose. Mais alors, tu te souviens qu'on avait posé la question, les Rothschild, par exemple, est-ce qu'ils font partie d'une loge maçonnique? Et la personne nous avait dit, ils n'en ont pas besoin. Ils étaient au-dessus, en fait. Tu as raison, parce que finalement, selon moi, je pense qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les valets serviles. C'est-à-dire que pour façonner les valets serviles
qu'ils soient bien obéissants, il faut bien les tenir sur quelque chose, et il faut les faire accepter une espèce d'idéologie pour tous, qui leur permettra, eux, de connaître l'ascension à un moment donné. Le noachisme, tu veux dire Entre autres, il en a parlé d'ailleurs, hein, notre ami Carl von der Eycken nous avait parlé du noachisme. Avec le New Age. Exactement, ils ont besoin de ces idéologies. Ces idéologies vont participer à la destruction des anciens monothéismes, de la tradition. De la tradition universelle. De ce qui relève de la tradition universelle. Tout ça, c'est pas pour rien. On façonne ces esprits-là qui après seront de bons valets serviles dans les médias, chez les hauts fonctionnaires, dans le monde de la culture aussi, hein, très important ça pour lancer ce vecteur-là. Et c'est comme ça qu'on façonne. Moi, comment je vois les loges maçonniques, c'est de l'usine à fabrication, hein. C'est de la fabrication idéologique. Pour justement les lois de bioéthique, c'est eux, par exemple. Tout à fait, hein. La laïcité, c'est eux, la bioéthique, c'est eux. Les considérations valeurs morales et éthiques au niveau des familles, la destruction des familles, c'est eux. Et ça fait partie d'un mouvement. Hein. C'est toujours la descente aux enfers, on amène tout le monde avec nous vers la destruction pour un nouvel âge, une nouvelle planète. Ça, c'est Skippy, ça, avec les inconnus. Jamais descendre. Voilà, mais c'est toujours cette idée on va vers le bas, vers le fond, on va encore vers le fond et on remonte pour quelque chose de merveilleux. Sauf que ça ne sera pas merveilleux. Là où tout le monde va se faire avoir. La franc-maçonnerie, il se considère comme une anti-église. C'est ça, hein? Oui, mais c'est le Grand Orient. Le Grand Orient s'affiche de ça. Hein. Ils ont pas honte de le dire. Hein. C'est une contre-église, bien sûr. Et c'est la contre-église officielle de la République. Tout à fait, officielle. Et il faut voir que la Frappart, la fraternelle parlementaire, elle est au 123 rue de l'Université, 126. Et c'est l'adresse, son siège, hein, vous vérifiez sur Internet, c'est l'Assemblée nationale. Et il faut aussi préciser à nos internautes que la Frappart, c'est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas un exemple isolé. Vous avez le Cercle Iéna, qui est une fraternelle maçonnique de plusieurs obédiences, au sein même du Conseil économique et social, institution de la République. Vous avez la même chose dans la magistrature. Le dîner du palais tous les 4e jeudis du mois. Magistrats, avocats, tout ce qui est fonctionnaire de la justice. Et pourquoi ils ont besoin de créer une fraternelle? Il n'y en a pas besoin. On est censé être soi-disant dans une république où il n'y a pas de corps il n'y a pas d'intermédiaire. C'est censé être. Parce que eux sont frères entre eux. Voilà. Mais par contre, en fait, le reste des humains ne sont pas des frères. Encore une fois, voilà, il n'y a qu'eux qui peuvent mener le peuple de moutons en tant que berger. Il n'y a qu'eux qui peuvent montrer la lumière. Et ils n'aiment pas qu'on les appelle citoyens. Ils n'aiment pas qu'on les appelle citoyens. Pensez à Vauquier. Citoyen Vauquier, il buguait. Il n'était pas un citoyen. Et ça nous a fait rebondir sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où l'homme et le citoyen sont séparés. Donc apparemment, c'est deux choses séparées. Les citoyens, ça serait nous, les gueux, et eux, les hommes. Et donc, ils peuvent être égaux entre eux, etc. Ben, voilà. Et puis après, il y a les citoyens, il y a le bétail. Ils ne peuvent pas connaître la lumière parce qu'ils ont besoin d'être initiés, etc. Mais alors, il faut aussi préciser à nos internautes que les loges maçonniques ne sont pas le seul terreau de façonnage idéologique. On a aussi les think tanks, on a les groupes de pression, les groupes de lobby. Tout ça, c'est avec des compétences bien spécifiques. Les mêmes maçons, on les retrouve au siècle. Les mêmes qu'on retrouve au siècle dans la maçonnerie, on les retrouve dans les think tanks pro-européens, hein, comme Terra Nova, par exemple, le think tank du Parti Socialiste pro-européen. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve, en fait. Et ces mêmes-là, on les retrouve avec des ramifications mondialistes chez Bilderberg. Le meilleur exemple, c'est Henri de Castries. Henri de Castries, il a toutes les casquettes, celui-là. Henri de Castries, ancien PDG d'AXA. Il est au siècle, il est à Bilderberg, il est au Bohemians Club, il est partout. Et on en a plein des exemples comme ça. Ils ont besoin de bouffer à tous les râteliers pour maintenir. C'est eux les bergers. Le Bilderberg, c'est international. C'est international, mais on trouve beaucoup de Français. Jean-Claude Trichet, de la BCE. C'est plus normal. Et Henri de Castries, je précise c'est l'actuel président de Bilderberg. C'est un Français, c'est un oligarque français, issu de l'oligarchie française, qui dirige le Bilderberg actuel. C'est même pas un Américain, un Chinois, un Russe, c'est un Français. Et on se souvient de Mélenchon, donc qui est franc-maçon, hein, ça c'est de notoriété publique, qui a dit « la République c'est moi », quand il se faisait perquisitionner, etc. C'est un dogme, hein, la République est une religion. Il suffit de lire la mystique de la laïcité de notre ami Youssef Indy, il explique très bien, la laïcité c'est une religion. La République c'est un dogme. Voilà, il
Il faut le prendre comme... Parce que la nature a horreur du vide. Vous anéantissez le christianisme en 1905, vous l'achevez avec la séparation de l'Église et de l'État, mais derrière, on va se retrouver sans rien. Il y a forcément une religion non, mais il civile. a besoin de croire de toute façon à quelque chose. Voilà, il y a la création des nouvelles spiritualités, et puis le consumérisme, le pain, les jeux, etc., pour maintenir le peuple dans l'aboutissement. Et le Il ne travail. peut pas y avoir de vide. Il faut que ça soit comblé. Et le travail. Et le travail. Parce que quand tu as passé toute une journée à bosser, que tu rentres, tu es fatigué, je veux dire, tu es dans la survie existentielle, quoi, à un moment donné. Tu n'as pas le temps de te retrouver avec toi-même. Et tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de te cultiver, tu n'as pas le temps de prendre du recul avec l'information. Donc tu es vraiment dans la phase d'aboutissement, idiocratie, etc. C'est ce qu'ils veulent, quoi. Pour éviter le réveil des peuples. Jacqueline nous dit la franc-maçonnerie sort d'Égypte ancienne, et ça, effectivement, notre dernier entretien avec Karl von der Eycken, voilà, il nous disait qu'il y avait effectivement une influence égyptienne. Oui. Et si tu te souviens, au Conseil constitutionnel, c'est un sphinx devant l'entrée du Conseil constitutionnel. Le Châtelet, vous avez une fontaine avec des sphinx aussi. L'obélisque qui se trouve à Paris, c'est pareil. En fait, la franc-maçonnerie a récupéré tout l'hermétisme égyptien. Oh là, attends, hermétisme, c'est quoi? C'est l'enseignement ésotérique de la religion égyptienne. Donc en fait, la religion égyptienne avait un enseignement ésotérique qui était enseigné à des initiés. Donc là, c'était des prêtres. Mais c'était quelque chose d'universel. La franc-maçonnerie a récupéré ça et l'a inversé. Donc on est sur quelque chose de complètement différent. Ça n'a rien à voir, en fait, la franc-maçonnerie n'avait rien à voir avec cette tradition égyptienne ancienne. Ça n'a rien à voir. Et on la récupère à leur compte. Ils l'ont récupéré à leur compte, ouais. Et on pense à l'image de Macron quand il s'est fait introniser président. Il s'est mis devant la pyramide du Louvre, et avec l'histoire des lumières rouges, enfin, ça faisait penser à l'œil au sommet de la pyramide, comme on le voit sur les billets américains. Oui, c'est un hasard. Hein. Tu penses que ça a été calculé, ça? Tout est calculé, tout ce qu'ils font est calculé. Mais ça leur sert à quoi de dépenser autant d'énergie à faire ces signes À maintenir leur domination. Mais alors, ils sont dans la magie noire, ou ils jouent avec nous, ils essayent de... Ils nous donnent des indices, tu sais, comme dans les films américains, le serial killer laisse des indices. Tu sais, je crois que par arrogance, parce que ce sont des gens très arrogants, je crois que par arrogance, ils nous donnent des indices. Oui. Oui. Et ils font de la magie noire, à ton avis, aussi, ou pas? Du moment que de toute façon, il y a une volonté de dominer les autres, oui, c'est de la magie noire, c'est clair. Oui, la pensée humaine, si tu veux, elle va provoquer des intentions. Par exemple, quand tu provoques des attentats, c'est la stratégie du choc, ça, l'attentat, pour exacerber l'émotionnel humain. Ça, c'est de la magie noire. Donc la magie noire, c'est pas forcément j'allume des bougies autour d'un spectacle, c'est pas ça, si tu veux. C'est à un moment donné provoquer des réactions dans la conscience humaine pour l'hypnotiser. La stratégie du choc, c'est de l'hypnose. C'est de la magie noire. Tu vois ? D'accord. Donc tous ces attentats qui ont été provoqués dernièrement et qui sont des faux, il n'y a pas eu de mort. Par exemple, Notre-Dame, c'est pareil, c'est un attentat qui vise à détruire... Alors ça, c'est ta version des faits, parce que... Alors, c'est un attentat, au niveau métaphysique, c'est un attentat qui vise à détruire les dernières images ancrées dans la conscience humaine du christianisme en France. Ils ont besoin de ça encore. Parce que les Français ont encore une transmission chrétienne. Par exemple, le père de famille, il va aller montrer à son enfant ce que les anciens compagnons, les vrais, ont construit. Et pas les francs-maçons, les vrais. Donc les bâtisseurs de cathédrales qui n'étaient pas des francs-maçons, enfin comme on les conçoit actuellement. C'était des compagnons. C'était des compagnons. Mais on se souvient que Christine Lagarde avait dit devant les caméras que le chiffre 7, pour elle, était très important. Oui. Ou c'était ça, hein, c'était le chiffre 7. Ouais. Et ça, c'était hallucinant, parce que on la voyait comme une femme rationnelle, une femme de chiffres, de comptabilité. Ça prouve bien qu'à un moment donné, il maîtrise quelque chose. Le chiffre 7, c'est pas un hasard. L'humain grandit, les corps de l'humain se développent en fonction de cycles, et ces cycles durent 7 ans. C'est-à-dire que de 0 à 7 ans, il y a un développement. À 7 ans, c'est l'âge de raison. De 7 à 14 ans, il y a encore un développement. 14 ans, c'est l'adolescence. De 7 à 21 ans, il y a encore un développement.
Et c'est l'âge de l'ouverture vers le monde, et ainsi de suite. Et ça, ils le connaissent très bien. Eux, contrairement à nous, ne sont pas ignorants du fonctionnement de l'être humain. Donc là, toi, tu as une vision très spirituelle des choses. Mais comment tu peux expliquer que la garde, donc grosso modo, elle est dans un cercle d'initiés, etc. Et pourquoi elle balance cette info sur l'importance du chiffre 7, de la magie du chiffre 7, à la télé, devant tout le monde? Enfin, c'est quoi son but? Elle joue avec nous, c'est de la provoque? Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui pourrait répondre au niveau de son but, En fait, si tu veux. il se cache plus aujourd'hui. Mm. Il se cache plus, il dévoile carrément les choses. De toute façon, ils savent qu'on n'y nous, comprend ils foutent en rien. pleine place. Voilà, ils savent Tu vois, ils savent qu'on n'y comprend rien. Voilà. Donc ils peuvent se permettre de le dire. Et à la limite, les gens, quelqu'un de sensé qui voit ça à la télé, il se dit, mais elle est folle, elle. De quoi elle parle? Oui, ils ont peut-être pas tort. Tu vois, elle est folle, quoi. Bah, je crois que c'était la réaction de pas mal de monde hein, quand elle a commencé à parler Ah oui, de ça. Tu la vois parler de ça. Elle déconne, quoi, c'est à l'Alzheimer, ça y Ouais, est. de quoi elle parle. Alors que non, elle sait très bien de quoi elle parle. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut quand même se poser la question de savoir s'ils ont raison ou pas. De savoir si en fait ils sont en possession d'un savoir que l'on manque, ou si en fait ils sont en effet tarés. Et je suis plus proche de la seconde version en fait. Tu les crois tarés? Bah moi je ne crois pas tellement aux chiffres magiques ou quoi. Je pense que l'homme est constitué de choses qui méritent à être comprises et à être creusées. Mais la nécessité de conflits internationaux comme le pensent nos conservateurs depuis X années, comme l'OTAN cherche à le maintenir, ou le fait de considérer que la situation actuelle prépare la surpopulation et que, face toute la tradition malthusienne, toute cette conception-là de l'humanité, qui est la version justement du bétail, que le rapport entre l'homme et l'environnement est fait de ressources limitées, Ouais. de choses fixes, figées, et que de ce fait-là, un jour ou l'autre, il y aura forcément surpopulation. Et la version proposée par les Britanniques à l'époque, c'est d'avoir des petites ruelles pour faire en sorte que les épidémies puissent propager rapidement et décimer le plus possible de gens et qu'il y ait une régulation de la population de ce fait-là. Là, franchement, je pense qu'ils ont tort. C'est pas Malthus qui... Non, c'était son neveu. Malthus, lui, il a théorisé la version, l'idée scientifique. Sur la limitation des naissances. Non, c'est son neveu. Son neveu, je ne sais plus comment il s'appelait, mais son neveu a théorisé le malthusianisme social. Oui. Mais c'est pas Malthus en tant que tel. Malthus était justement très pessimiste sur l'humanité et sa course, mais il n'a pas théorisé à ce point-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'ils aient raison. Je pense que justement, cette question du rapport au savoir qu'ils ont est extrêmement perverse. C'est celle d'un monde qu'il s'agit de décrire continuellement, qu'il s'agit de définir sans remettre en cause la hiérarchie des choses, là où la science, par le fait de révolution scientifique, par le fait de révolutionner, je sais pas, aujourd'hui, si on était capable de maîtriser la fusion, les Saoudiens ne seraient plus les rois du pétrole. Le rapport aux ressources serait complètement chamboulé. La fusion, de quelle fusion tu parles? La fusion thermonucléaire, l'énergie de fusion. Et le Venezuela serait tranquille. Ouais. C'est clair. Et là, ça nous amène à Neom. Tu en avais parlé, Wilson, la dernière fois, de cette cité qu'ils sont en train de construire dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à la frontière d'Israël et de la Jordanie, enfin pas dans cette zone-là, où en fait ils sont en train de créer la cité du futur, à base d'informatique très poussée, de robotique, etc., comme une sorte de laboratoire pour le transhumanisme et voilà, vers quelque chose d'autre. Basculer l'humanité définitivement dans le nouvel ordre mondial, où toutes les grandes villes et les grandes mégalopoles du futur ressembleront à Neom, ville ultra connectée, e-gouvernement, e-école, e-commerce, e-tout. C'est-à-dire vraiment on est on est centralisé, surtout l'être humain ne fait plus rien. Mais l'affaire, c'est que ils ont déjà donné la citoyenneté saoudienne à un robot. Paradoxe total de l'Arabie Saoudite. Bon, alors après c'est un autre débat, mais ça se discute par rapport aux droits des femmes, etc. Non seulement c'est le premier pays au monde à reconnaître l'existence officielle de, comment dire, on n'est plus dans les contrôles, on n'est plus dans de l'ingénierie, etc. C'est fait, il est là, il est présent.
Non seulement ils mettent en avant un robot qui pourra faire des prouesses technologiques en termes de relations, enfin, c'est assez hallucinant. On lui donne un prénom, Sophia, et donc Sophia, sagesse. femme, Sagesse. sagesse, ouais, là on peut aller encore plus loin, et on lui donne la nationalité saoudienne. Bon. Avec le chiffre 7 en plus, non? Il y a un bug. Et on va construire une cité qui aura la taille, c'est épouvantable, la taille de la Bretagne. La taille de la Bretagne, c'est-à-dire en termes d'extension possible, le terrain. Mégalopole de 20-30 millions d'habitants, dans une zone désertique où ils vont mettre en place des panneaux solaires, énergie éolienne, etc. J'imagine même pas la consommation d'eau pour une telle cité. Et ça, c'est l'exemple. Et alors évidemment, Neom ne sera pas isolé. Il prépare déjà le futur, puisqu'autour de Neom, ils ont des contrats avec l'État d'Israël, Oui. l'Égypte, la Jordanie, pour des lignes de chemin de fer, trains à grande vitesse, etc., pour relier les grandes villes. Tel Aviv, Amman, Le Caire prendront exemple sur Neom. Et en Occident, c'est la même chose. On a appris récemment qu'à Nice, il y avait déjà la reconnaissance faciale. Donc il se peut que Nice soit une smart cities, hein, c'est-à-dire un exemple de sous-Neom. Et c'est ça en fait qu'on veut pour... là c'est le modèle oligarchique de la future ville, la ville du futur, où nous serons de bons esclaves, il y aura de la monnaie électronique. Comme vous le savez, l'argent va disparaître. L'argent physique. L'argent liquide physique est en train de disparaître, puisque là on fait disparaître... Il y a une les directive 500, européenne etc. pour 2023 d'ailleurs. 2023 ou 2024, c'est ça, GOPE, les grandes orientations de politique économique européenne. Pour la disparition de la monnaie papier. Voilà. Donc, ce qui a 10 ans, on nous prenait pour des fous, des complotistes illuminés, aujourd'hui, c'est normal, c'est accepté. Et d'ailleurs, pareil pour la puce RFID. dans la disparition de la monnaie papier, il se pourrait qu'il provoque exprès une crise financière mondiale pour que la monnaie papier disparaisse de fait, tu vois. Et donc là, t'imagines, tout le monde va pucer avec sa puce. Et dès qu'on commence à être sur les ronds-points ou à ouvrir un peu sa bouche, Là, ils te boum. regardent partout, quoi. Voilà, quoi. C'est Ça, l'hyper donc pour l'emploi, il saute. Mais Ah, l'hyper on salaire aussi. contrôle pour garder leur domination. On en revient toujours au même, tu vois. Donc c'est quoi la solution? C'est courir, se réfugier dans le Berry, dans les montagnes Non, du je Limousin. crois que une solution qui peut-être n'en est pas une, mais de les arrêter, quoi. Il va falloir les arrêter, ces jeunes-là. Il va falloir de plus en plus faire comme font les gilets jaunes constituants, c'est-à-dire éclairer leur fonctionnement. Dénoncer, les mettre en lumière. Les mettre en lumière. Et ils fonctionnent que parce qu'ils sont dans l'ombre? Ou est-ce qu'ils... Il faut les Oui, combattre de front. oui. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur. Il faut cesser avec la peur. Cette peur, elle est irrationnelle. Bon, elle peut être compréhensible jusqu'à un certain niveau, parce que voilà, nos familles, nos biens, etc. On peut, Notre travail, on ne veut risque pas être saqué quelque par le chose, patron. Bon. Cette peur du risque. Mais oui, mais ça fait partie du sacrifice. Si vous voulez changer un pays, si vous voulez changer l'état d'un pays, d'une nation, ça passe par des sacrifices. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est jamais vu avec un papier cadeau tombé du ciel. Tiens, voilà le changement du pays, et c'est super, c'est génial. Non. Les futures générations vont profiter. Non, il y a un prix à payer. Bien sûr qu'il faut le payer. Mais si c'est pas nous qui le faisons, ils le feront eux à notre place et à leur manière. Ah oui, Ils alors vont nous manière. l'imposer. Donc qu'est-ce qu'on veut? Non. Ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Soit on se lève et on les combat de front, soit on reste dans la peur, dans le consentement, dans l'abrutissement, et on va continuer à s'enfoncer, puisque, on vous l'a rappelé, ils veulent qu'on aille au fond, on va aller au fond avec eux. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Je ne pense pas. Il me semble que si on est normalement constitué... Là, tu es en train de penser à la théorie du genre, les tentatives pour pousser la théorie du genre et la sexualisation des enfants au niveau de l'éducation nationale, qui fait même pas son boulot d'instruire correctement les enfants. Hein, au niveau calcul, au niveau lecture, etc. Les résultats sont de plus en plus mauvais. Mais par contre, il faut qu'on parle de la théorie du genre. Il faut qu'on mette des histoires qui n'ont pas à être dans la tête de gamins de 6 ans ou 8 ans ou 10 ans ou 12 ans. Des histoires de transsexuels, de changement de sexe. Ils sont contre nature, quoi. Donc là, on parle de loi naturelle aussi. On parle de loi naturelle. Et heureusement que la dissidence, pour le coup, a fait son rôle. Heureusement que les Gilets jaunes se sont levés contre ça. Je vais donner l'exemple de... Alors ça, c'était bien avant les Gilets jaunes, l'exemple de Farida Belgoul. Si, avec son collectif, il ne se serait pas levé en 2014 contre la baissée de l'égalité, le gouvernement socialiste de l'époque l'aurait remporté.
et ça serait imposé à l'école. C'est un exemple, tout comme le vaccin H1N1 en 2009-2010. Si à ce moment-là, l'ensemble des mouvements dissidents ne se seraient pas levés, il y aurait eu une chance que les gens soient vaccinés de masse, massivement. C'est le cas. Hein. Et ça nous a Il y a permis. une obligation vaccinale. Oui, mais ce que je veux dire, pour le H1N1, ils n'ont pas remporté la partie pour une fois. Exactement. Ils l'ont pas remporté, c'est-à-dire que Novartis, Pfizer et Sanofi Aventis ont eu une énorme perte. Alors, Roselyne Bachelot avait joué un rôle à l'époque. Et aujourd'hui, quelle déchéance, hein, elle est à LCI en train de tapiner pour Bouygues. Donc voilà, c'est vrai. C'est comme ça que ça fait du bien, il faut le dire aussi de temps en temps, on peut gagner. Voilà, il n'y a pas tout le temps que des défaites. Et ça, H1N1, c'est un exemple. Ou ce qu'a fait Farida Belgoul en 2014, c'est aussi un exemple. Avec les journées de retrait de l'école, les Voilà, JRE. Bon alors, le système revient en force, il réessaye encore avec la théorie du genre toujours et toujours, avec les exemples qu'on a vus récemment dans des bibliothèques dans le 20e arrondissement, avec apparition de drag queen, en train De spectacles pour enfants, pour enfants de 6 ans. Voilà, extraordinaire. Et ça, en fait, ce qu'il est de ça n'aurait pas été acceptable il y a 20 ans. Alors, Il y aurait une émeute. Il y aurait une émeute. Les parents seraient descendus pour défoncer des gens qu'ils auraient considérés comme des pervers. Mais maintenant, avec les bobos, les mecs applaudissent. Ouais, c'est le modernisme. Grosso modo, ils sont en train de nous vendre sous couvert de progrès, de modernisme, et forcément, c'est bien. Des choses qui sont contre nature. Tu vois, des drag queens. C'était quoi, Judas, la branlette, ou je sais pas trop quoi, avec son spectacle avec les enfants. Non, mais c'était un truc hallucinant. On avait trouvé ça sur le net. Ouais, il y avait un nom comme ça, je me souviens plus trop. C'est pas Judas la branlette. Judas la vidange. Alors, non, mais c'est hallucinant. Pour des gamins de 6 ans, spectacle. Le lien. Spectacle avec des drag queens qui s'appelle Judas. Alors déjà, bon, voilà. La vidange. Pour des gamins de 6 à 8 ans. Et derrière, on entend la tenancière de la bibliothèque, hystérique, super contente, bravo, super, en train de glousser, applaudir, etc. Ça, c'était dans un film il y a 20 ans. On aurait dit, voilà, c'est la fin du monde, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est le progrès. C'est-à-dire que là, on voit bien l'influence de l'oligarchie sur 20 ans. C'est-à-dire le travail des esprits, on façonne l'opinion publique, on la prépare, etc. L'hystérie, vous avez vu, ça sort de plus en plus. Hein, quand même. Vous avez eu affaire à ça, vous, il y a longtemps. On a eu des cas d'hystérie, ouais. CNews, ouais. Raconte ce qui s'est passé devant CNews. Alors c'était, bon, j'ai connecté mes neurones, c'était... Vous étiez en opération devant CNews. Devant CNews. De façon pacifique et bienveillante, voilà, comme d'hab. Bon enfant. Voilà. Et puis, sans comprendre pourquoi, une journaliste sort, complètement énervée et remontée avec les larmes aux yeux. Une femme enceinte, elle était enceinte. Hein. Voilà, vous êtes une plaie, je veux pas de vous dans mon avenir pour mes enfants. Vous êtes vraiment les mots de la société. Ça allait loin, ouais. Le mot mais c'est de l'inversion. Vermine. Alors bon, c'est pas qu'on se réjouit de ça. Pour nous, c'est bon signe dans le sens où ça y est, les éditocrates commencent à trembler, les médias commencent à prendre conscience que c'est eux qui sont ciblés. C'est plus le contraire, c'est maintenant nous qui les ciblons. Mais on avait vraiment de la peine pour cette dame, pour le coup. Elle était possédée. Enfin, moi, j'étais pas là, hein, j'étais en OP ailleurs. Mais ce que j'ai vu sur les vidéos, on leur a dit possédée, en fait, la dame. Le problème, c'est que c'est pas le seul cas. Elle était possédée par son émotionnel. Ça montre bien que ça marche, leur technique de division, tu vois. Ça marche bien, puisque là, elle était possédée par son émotionnel. Tu sais que le lendemain, on a eu la même chose au Molière, où un père de famille, commerçant, etc. Le mec calme, tu vois, bon, voilà. Et le gars, au vu de 2 gilets jaunes qui étaient en train de faire un repérage pour la monnaie locale et du commerce local et des échanges de graines, etc. Donc, on n'était même pas dans une opération de harcèlement d'oligarques. On était là pour soutenir du projet local, de réenracinement et de... Ouais, rien à voir. Enfin, tu vois, vraiment super peace, quoi, super pacifique. Et le gars, il est devenu possédé. Et il a commencé à injurier, il a commencé à menacer, il a commencé... Toujours l'émotionnel, quoi, tu vois. Et il a mis mal tous ses potes, tu vois. En plus, c'est un petit village, tout le monde était atterré, il demandait de se calmer. Et on avait des... C'est bizarre, on dirait que sur des gens qui sont fragiles psychologiquement, et ça arrive à tout le monde d'être fragile, hein, je veux dire, on a des passages en bas, quoi. On arrive à être un petit peu quelquefois sur les jantes.
Et que là, le fait de regarder la télé et cette façon hypnotique des chaînes d'infos en perpétuel, en continu, où ça nous bombarde de stimuli visuels, bah on dirait que sur les gens les plus faibles d'esprit, et c'est pas péjoratif faible d'esprit, c'est-à-dire les plus fatigués, les mecs ils pètent des câbles. Et quand t'es en jaune, les mecs ils te sautent dessus et ils sont agressifs. On l'a vu aussi le lendemain au dîner du siècle avec un monsieur pourtant bien habillé, bien comme il faut, un bon bourgeois avec sa belle cravate, son beau costume, qui s'est répandu en insultes diverses et variées. Et surtout, enfin c'était très ordurier. Et c'était étonnant de voir ça dans ce beau quartier de la Madeleine, ce beau bourgeois qui se répandait en haine absolue, quoi. Là, c'était la haine, quoi. Et on le recevait, quoi. Alors qu'on était là pour dénoncer des collusions oligarchiques qui se font des faveurs du peuple. Donc, grosso modo, qui le pénalisent aussi, lui. Et c'est bizarre, c'est qu'on le voit arriver de plus en plus souvent. Bah, me semble-t-il, c'est normal parce que cette pathologie de la perversion, si tu veux, à un moment donné, ça engendre une destruction telle qu'il n'y a plus aucun repère. Et quand il y a une absence de repère, ça met à mal et ça fragilise la psychologie humaine. Et donc, du coup, ça engendre ce genre de comportement. Donc, les amis, quand vous portez le gilet jaune, faites gaffe quand même parce que vous pouvez rencontrer ce type d'individu. Il y a eu des grands-mères qui ont été possédées, hein. On a vu ça aussi, des grands-mères ultra agressives. Pourtant, c'était vraiment la petite grand-mère toute mimi, quoi. Et là, c'était comme dans les films de science-fiction où elle devient possédée par le diable, quoi. Et elle nous hurlait dessus, etc. Vraiment. Et Clinton, Hillary Clinton, vous avez jamais vu des fois ces mimiques qu'elle faisait? Elle avait l'air un peu maboule, hein, quand même, la mère Clinton. Habitée par les renards, tu vois, quand même. Habitée par les renards, ça c'est un truc du sud-ouest, ça. Ça c'est une expression du sud-ouest. Habitée par les renards. Comme quoi, habité par le pouvoir, ce rapport avec le pouvoir, ça use, tu sais. Il y a une usure. Non, mais la petite grand-mère ou le gars qui vend des... Non, là c'est pas pareil. Là, il n'a pas de relation avec le pouvoir, lui, il regarde la télé. Ben si, il a une relation indirecte avec le pouvoir d'autrui, qu'autrui exerce sur lui. D'accord, ok. C'est le jeu de la perversion. Et comme il y a une fragilité au niveau psychologique, la perte de repères, parce que tous les repères sont détruits, ben, engendre ça vrille, quoi. Et alors, quand tu travailles comme un chien, toute la semaine, t'es paumé, enfin tu vois, t'es vidé, t'es lessivé, t'arrives le samedi, t'as gagné ta croûte, hein, donc t'as des sous, t'as des euros sur ton compte en banque, et là tu vas faire du shopping compulsif, tu sais, pour acheter plein de saloperies dont t'as pas besoin, parce que t'as déjà des paires de chaussures, t'as déjà des fringues, hein, parce que tu vas au bureau, donc tu vas pas pieds nus, et tu vas faire chauffer la carte bleue, chez Zara, chez Gap, chez Naf ou je sais pas trop quoi, et t'en as pas besoin en fait. Et t'as une satisfaction dans l'acte d'achat. Ouais, ça devient une addiction même. Mais alors, c'est quoi cette satisfaction? C'est que t'as l'impression d'exister ou que ça te donne un sens à la vie, c'est ça? Il y a une impression d'exister, me semble-t-il, et il y a surtout une impression de décompenser un mal-être. Parce que le fait de bosser comme ça, dans un endroit qui est de plus en plus écrasant, de par la hiérarchie, parce que cette hiérarchie, elle est dans la même idéologie perverse que les oligarques, si tu veux, ça se répercute après sur toute... C'est la pensée unique des écoles de commerce, de management, etc. C'est la destruction. C'est beaucoup Pareil. de en fait. Désolé, J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mais moi, je travaille pour le SMIC. Ce que vous dites, en fait, ça sert à rien. D'accord, bah c'est ton opinion, citoyen, c'est cool. Bon, bah voilà, on a un citoyen qui estime que notre échange ne sert à rien. Bon, c'est son droit. C'est son droit, c'est clair, c'est son opinion. Nous sommes pour la liberté d'opinion. Donc voilà, et moi, par exemple, juste à titre rigolo, je connaissais une femme qui travaillait dans la finance. C'était de ma belle famille, elle était tradeuse. Et donc, elle jouait, tu vois, sur du stress, la pression. Et tu sais ce qu'elle avait? Elle avait une pièce remplie pour ses chaussures. Elle avait une pièce réservée à ses chaussures. Bah, une femme, si tu veux, pour décompenser, elle va aller acheter quoi. Toi, en tant que femme... Elle se fait du bien, tu vois, elle se fait plaisir. Tu vois, elle se fait plaisir. Ça décompense ce stress. Et en fait, l'acte d'achat est devenu un acte de décompensation de ces pressions psychologiques.
C'est pour ça que ça marche aussi bien, le consumérisme. D'accord. Ok. Et en même temps, il se joue sur la pensée désir. C'est parce que tu désires un objet qui te montre à la publicité, admettons. Tu désires cet objet, tu vas l'acheter. Mais est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le nombre de... C'est marrant, tu vois de plus en plus de personnes qui sont tatouées, qui se tatouent la peau. Avant, enfin là, tu vois, c'est soirée autour du feu, on est peinard et tout. Avant, le tatouage, c'était plutôt des hommes, c'était plutôt des légionnaires, c'était plutôt des marins, tu vois, Popeye. Tu vois, c'était plutôt des originaux. Papillon, tu vois, en Guyane, etc., il était tatoué, c'était des bagnards, c'était des durs à cuire. Et là, c'est bizarre, mais depuis quelques années, le tatouage ça devient une mode. Est rentré, et c'est pas anodin de se tatouer, non, parce qu'on se rend des produits chimiques sous la peau, donc déjà à la base, puis il reste, hein, ces produits chimiques. Et puis, on modifie en fait ce qu'on a de naissance, c'est-à-dire sa peau, quoi. Hein, voilà, ce qui est... ça va peut-être dans l'idéologie du perfectionnement du corps, tu vois. Ah, d'accord. Comme il n'y a plus de repère du corps. Du corps, ouais. Et après, je pense que l'histoire du tatouage, c'est aussi une façon de se démarquer. Alors que, tu regardes, moi je vois plein de gens qui sont tatoués, qui sont complètement dans le moule, mais c'est pour se donner une impression d'individualité, de se démarquer en fait. Mais en réalité, comme c'est une mode, en fait, ils se démarquent de rien du tout, ils se ressemblent tous, et c'est juste... En grosso modo, c'est le tatouage maori, ou pour les nanas, le tatouage chinois, voilà, d'accord. Okay. Les trucs tribaux, les tatouages tribaux, tu vois, par exemple, qui sont vachement à la mode, tout le monde se fait tatouer des marquages tribaux, alors qu'ils ne sont pas du tout dans le tribalisme, dans l'esprit tribaliste. Et c'est juste un effet de mode. Mais aussi, là, il y a il y a des viewers qui nous disent qu'il y a un aspect rituel et tu vois, le passage, c'est peut-être parce que dans notre société actuelle, il n'y a plus de passage au mode, à l'âge adulte, et que là, ça reproduit symboliquement le passage à l'état d'homme ou de femme. Par la souffrance au niveau du corps. Bah, je sais pas. En fait, c'est un passage initiatique, on appelle ça dans les tribus. En Afrique, par exemple, il y a des rituels initiatiques qui annoncent le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est des rites initiatiques, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc inconsciemment, les personnes recréent ce qui leur manque, c'est-à-dire le passage à l'homme adulte. Grosso modo, un adolescent, un gars qui va rester à jouer à la PlayStation très 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 tard dans sa vie, à manger du burger, du kebab et à boire du coca devant les jeux de MMA, enfin de MMG, je sais pas trop quoi là, enfin bref. Et le gars, en fait, pour lui, le tatouage, ça serait une façon de devenir un homme par la souffrance. Ouais. Mais en fait, tout ça, tu t'aperçois que c'est complètement perverti, en fait, puisque ça n'a aucun sens dans notre société. Tout ça, tout est perverti, en fait. Et même tous ces pseudo actes qui sont censés être des passages initiatiques. En fait, tu t'aperçois que c'est juste dans la forme qu'il se passe quelque chose, mais dans le fond, il ne se passe strictement rien. Il reste un consommateur docile et à travailler, voilà. Donc tout changer pour rien changer, en fait. Ça me rappelle Mélenchon un peu. Ça, le tatouage, il y a un rapport à la souffrance, donc ça peut engendrer une certaine forme de sadomasochisme aussi. Ouais, et il peut y avoir une addiction au tatouage, donc au sadomasochisme, si tu vois le truc. Ça peut aller très loin, quoi. Oh là, on va loin. On est dans une société où les extrêmes sont de plus en plus marqués. Et quand les extrêmes sont de plus en plus marqués, le sadomasochisme est aussi de plus en plus marqué. Mais à la base, c'était une perversion, le sadomasochisme. C'était une perversion, mais il peut y avoir une perversion sur les différents centres d'expression. La perversion au niveau de la sexualité, ça donne le sadomasochisme
Tu sais, tu t'attaches avec des chaînes, tu te fouettes et compagnie, tu vois. La perversion au niveau du corps physique, admettons, c'est aussi le tatouage, se faire mal pour avoir une apparence ou correspondre à un certain cliché, rentrer dans une certaine famille, tu vois. Waouh, ok. Ouais, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que on est à la fin de la civilisation. Toi, tu le penses qu'on est à la fin de la... Ah oui, mais complètement. Là, la société est totalement décadente. Ouais. Et la décadence marque la fin D'un cycle. D'un cycle, et puis là, en l'occurrence, d'un cycle civilisationnel. Et donc là, on s'aperçoit qu'on est en pleine décadence. Tu vois, là, tout à l'heure, on parlait de trucs qui se passaient sur les, tu vois, au niveau des drag queens et tout, chez les gamins, mais quand on se rappelle le plug anal sur la place Vendôme, Ah oui. En réalité, Alors, officiellement, c'était pas un plug anal, c'était un sapin de Noël. Ah oui, officiellement, ouais. Non, mais quand tu réfléchis au truc, quand tu réfléchis à cette histoire-là, c'est pas un truc de dingue. À Versailles aussi. Et ouais, le vagin de la reine au château de Versailles. Le truc en ferraille rouillée, là. Ouais. Et quand tu penses à ça, tu te dis, maintenant, où est-ce qu'on est rendu? Mais c'était quoi le projet, en fait, de balancer ça à Versailles, à part saloper le... L'art new-yorkais, et c'est d'ailleurs... Disruptif. C'est d'ailleurs, alors, Ouais, c'est Pinault disruptif. ou Bernard Arnault, c'était un des deux oligarques qui avait justement financé cette exposition. Donc de toute façon, et tu regardes aussi tous les défilés de mode. Les défilés de mode, là tu dis, là il se passe quelque chose là. Il se passe définitivement quelque chose. Et là c'est totalement décadent. Et la mode en fait, c'est une expression artistique très spécifique. Où là de toute façon tous les créateurs de mode sont des gens complètement déjantés, les mecs qui font de la coke au saladier, tu vois. Non mais sérieux, hein. C'est un milieu qui est complètement déjanté, et les mecs ils influencent, tu imagines, ils influencent toute la... Ah oui, avec l'anorexie. Toute la société. Oui, aussi. Ouais. Avec l'anorexie. L'anorexie. Et donc en fait tout ça c'est un milieu qui est complètement déjanté, complètement décadent, et il te tapisse les murs des cités, enfin de la cité, avec toutes les images décadentes. Et tu imagines l'influence que ça a sur l'inconscient collectif. C'est complètement... Image décadente et très sexualisée d'ailleurs. Oui, très sexualisée, oui. Ouais. La femme marchandise. Et donc, oui, bah, de toute façon, tout se passe. Et La femme marchandise, l'homme féminisé, la femme masculinisée. Tout est inversé, là aussi. Voilà, tout. Alors, pour l'homme féminisé, avec les hipsters, tu sais, c'est les mecs, ils sont avec leur barbe, ils se la soignent, ils se passent de l'huile, des baumes, de la crème dans la barbe. Hein. On parle pas des hommes qui se mettent des pommades anti-rides, ça c'est... Non, mais pour les hipsters, si tu vas à Paris, il y a plein de mecs qui surjouent la virilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est viril chez un homme? On va poser une question à une femme. Citoyenne, femme, qu'est-ce qui est viril chez un homme? La barbe. Qu'est-ce qui est viril chez un homme? C'est la barbe. Le poil, c'est la caricature de la vérité, quelque part, je dirais, tu vois. Et si tu vois un hipster, les gars, ils ont des barbes énormes et tout. Écoute, moi, les hipsters parisiennes, ils me plaisent pas, quoi. Enfin, je sais pas, en tant que femme, ils me font pas vibrer du tout. Je reconnais pas le masculin, non, tu vois. C'est la caricature du masculin. Comme le macho, c'est la caricature du masculin. Mais un vrai homme, c'est à un moment donné, un homme qui est capable, moi, en tant que femme, de me faire sentir femme. Parce que le masculin en lui va révéler le féminin en moi. Tu vois, c'est ça un homme, quoi. Un hipster bobo parisienne, il révèle rien du tout. Hein. Tu vois, pour moi, enfin, la femme en moi, elle ne se sent pas... elle fantasme pas, quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas la barbe sauvage. Le mec, il a passé 1 heure à se mettre, à se tailler la barbe, à se mettre des baumes, à qu'elle sente bon, etc. Et en fait, il joue l'homme des forêts, alors que le gars, il a des sapes à je sais pas combien d'euros sur lui, tout est calculé, et il joue l'homme des forêts, en fait. Il surjoue la virilité que le gars n'a plus, puisqu'il est dans un job où il est dévirilisé, il est traité grosso modo comme une salope par son patron. Et par sa nana, souvent. Non, mais c'est vrai, le gars, il est derrière un écran.
en tant qu'homme, à la fin de la journée, moi je l'ai fait, hein, j'ai fait les jobs de, tu vois, où tu es dans un bureau. Des jobs de éditeur. Bah, non, mais c'est pas ça, mais tu es derrière un bureau, tu produis du... Tu sais, tu tapes sur un écran, tu produis des dossiers, ça fait des piles de trucs photocopiés et tout, et à la fin du mois, tu te dis, mais j'ai fait quoi? Tu vois, mais ça sert à quoi tout ça? Ok, bah si, pour le patron, mais c'est tellement dilué dans des trucs, enfin tu vois, t'as rien, t'as pas quelque chose de concret. Alors que quand t'es en zone, enfin quand t'es plutôt dans la maçonnerie ou en zone rurale à faire des choses de tes mains, bah tu sais ce que t'as fait à la fin de la journée, t'as mal partout, t'es crevé, enfin tu le sens quoi. Créer quelque chose, quoi. Créer quelque chose de tangible. Mais là on quitte le rapport du masculin, c'est valable pour la femme et l'homme, ce que tu racontes. Ouais, mais moi, comme je suis un homme, tu vois, ouais, je vais pas me mettre dans la peau d'une femme. C'est Quoi. pour l'être humain en général. Donc, quel rapport avec l'oligarchie? Et justement, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que les oligarques, ils connaissent pas Voilà. cette sensation-là. Eux, ils ne créent pas de valeur ajoutée, en fait. Ils ne créent pas. Ils ne créent pas tout court. Ouais. Et En fait, ouais. c'est leur relation en fait, au monde qui est comme ça. C'est qu'ils sont pas dans la matière, ils sont pas en train de transformer la matière. En fait, ils sont exclusivement dans l'analytique. Exactement. Exactement. Et l'analytique, c'est très différent de même la vraie science. Oui. Attends, est-ce que tu peux définir analytique et vraie science? Regarde, parce que aujourd'hui, tu as un monde où il y a un gâteau et on dit on va se battre pour le gâteau, on fait de la géopolitique. Ça, c'est même pas de la politique, la géopolitique. C'est purement analytique. C'est-à-dire que C'est la stratégie pure, tu vois. on voit ce qui est, et on en déduit ce qui est en fait rend des choses possibles. Alors, je permets juste de mettre, parce que là, le commentaire va passer, il est assez rigolo. Ces commentaires défilent sur l'écran et c'est pas très grand. Et il y en a un qui dit, c'est des blancs mâles, hétéros, cisgenres, ils n'ont pas leur place dans ce monde. Ok, donc qu'est-ce que déjà je comprends même pas, je comprends même pas le texte, mais C'est qui les mâles hétéros cisgenres? c'est quoi des mâles hétéros? Je sais pas, c'était un commentaire et je trouvais ça assez marrant parce qu'il y a déjà un vocabulaire que je comprends pas en fait. Ben non, moi non plus. Ça, c'est le vocabulaire. Mais ça, c'est l'analyse. Ça, c'est de la non-blague, tu vois. Ça, c'est de l'analyse. Voilà, précisément, ça, c'est de Voilà, l'analyse. ça, c'est de l'analyse. La question, c'est comment tu fais pour transformer les gens? Toi qui tapes ce message très bien pensé, comment tu fais pour transformer les gens? Alors toi, t'es un mâle blanc hétéro cisgenre. Si je suis cisgenre. Mais c'est quoi cisgenre à la base? Sinon je dis oui, mais là je sais pas. Hétéro, je vois ce que c'est, mais cisgenre, c'est quoi? Je sais pas. Bah, C'est une nouvelle façon de diviser les humains entre cisgenre, transgenre. Ah non, transgenre, d'accord. Cisgenre, c'est non-genré, je crois. C'est-à-dire que t'es pas un homme ni une femme. Ni un pingouin, ni un lémurien, ni rien. C'est un pingouin peut-être. Un androgyne, peut-être, non? Un pingouin, C'est pas l'androgyne. lémurien, ouais, peut-être. Putain, je comprends plus rien. De toute façon, ça m'intéresse pas de comprendre ça. Donc, Ça, c'est un exemple de non-langue, par exemple, tu vois. Bon, pour contrer ça... Ah, ok, il nous dit qu'on n'est pas transgenre. Mais c'est bien ou pas bien d'être pas transgenre? À la limite, je m'en fous, moi. Ça m'intéresse pas. Ce qui se passe dans le slip de la personne m'intéresse Sur la pas. question, moi, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais je pose la question. On est dans le sociétal, dans lequel on nous parle de la domination de l'homme sur la femme, etc., qui est tout le creuset dans lequel, alors que le fond, c'est la domination de l'oligarchie sur le peuple. Est-ce que ce serait pas une diversion? Attends, là, ils nous sortent non-binaire. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi non-binaire? C'est que t'as pas à choisir. C'est pas homme ou femme. Tu choisis pas ton genre. Tu prends tout. T'es homme et femme en même temps? Et tu choisis à ta convenance. T'es hermaphrodite alors, comme les escargots. Alors, je suis trop campagnard en fait. Comme les escargots. Pour Mishka, il va falloir clôturer l'épisode des genres. Non, c'était juste voilà, pour rebondir sur les commentaires. Il y a une perte de repères, ça c'est sûr, il y a une perte de repères. Ouais. Elle commence par les élites, à mon avis. Tu penses qu'eux, ils appliquent à leur caste l'histoire des cisgenres, non-binaires, tout ça? Ça, c'est pour le bétail, c'est pour nous, hein, d'accord. Juste, en fait, en France, historiquement, tu as ce qu'on va visiter tous les premiers mercredis du mois, c'est le dîner du siècle. Ouais. Voilà. Le dernier mercredi du mois. Qui a été créé en 1900.
45. 1945. 45, à la Libération. Par un ancien résistant. Par un ancien résistant. Merci, exactement. Donc tu as des gens qui se sont battus, qui ont transformé le monde, qui n'étaient pas dans l'analyse. Ils n'ont pas dit « Ah, c'est le nazisme, je constate que du coup je dois collaborer ». Ils ont transformé le monde. Voilà, moins de temps que 60 ans ou autre, peut-être en 30 ans, on se retrouve avec des gens qui se consacrent à bénéficier d'une rente de situation qu'ils ont établie en fait à la Libération, ou que papa a établi à la Libération. Et c'est ça en fait le problème de l'oligarchie aujourd'hui. Et ils ne sont pas dans la création. Du coup, on a une société où le modèle, c'est pas des gens qui sont dans le fait de transformer le monde, c'est des gens qui décrivent comment il faut couper dans les budgets, couper partout, qui font de la géopolitique. Et c'est cette absence de repères, et c'est la désindustrialisation, c'est concrètement dans la vie des gens. Il n'y a plus cette identité de créateur. Quand il n'y a plus ça, bah, il reste quoi? Il reste le sociétal, il reste la bonne femme à la médiathèque du 20e qui trouve ça fantastique qu'on introduise un peu d'égalité entre vis-à-vis des minorités sexuelles et tout ça. Le niveau tombe Sur des enfants de 6 ans quand même. Hein. Ouais, mais le niveau tombe super bas. Le niveau tombe super bas. Alors qu'en fait, le niveau il devrait être de savoir comment on rétablit de l'égalité entre, disons, des pays qui devraient être industrialisés, historiquement, et des pays qui ont été décolonisés. Ça c'était peut-être plus le débat, je pense, dans les années 50-60, et ça a arrêté de l'être. Ça a arrêté de l'être. On a plutôt eu un débat sur les minorités genrées que sur les inégalités coloniales. Et là, tu penses au franc CFA hein? Je pense au franc CFA, bien sûr. Parce qu'en fait, la colonie, elle continue à exister en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, avec le franc CFA. Ça continue. Plus le franc CFA Comore, hein, bien sûr. Non seulement ça aurait dû s'arrêter, mais en plus, on aurait dû avoir une politique en positif. Il ne s'agit pas juste d'arrêter de torturer. À un moment donné, il faut aussi proposer des choses belles et nobles. C'est une identité aussi qu'il faut rétablir. À ce moment-là, ça rétablit aussi un critère chez les gens de ce qui est beau et de ce qui est stupide. De ce qui ne se fait pas avec des gamins. Revenons au bon, au vrai, comme les Grecs. Et là, il y a un troll qui nous sort, il y a 70 genres. Tu vois, pour diviser encore plus le peuple, tu vois, dans le sociétal, on va jusqu'au fond. Mais ça amène la confusion, tu vois, en fait. Donc après, tu peux péter des câbles quand tu vois des gilets jaunes, quoi. T'es à point, quoi. T'es cuit à point, quoi. Et plus il y a de confusion, et moins il y a de réflexion, quoi, finalement. Donc le but, c'est vraiment de couper la réflexion pour que l'humain ne soit pas autonome. Oui, et d'exacerber tous les instincts reptiliens, hein, quasiment. Parce que là, on est rendu au niveau des reptiles. Je sais pas s'ils sont transgenres, les reptiles, ou cisgenres, ou je sais pas trop quoi. Ils sont non-binaires. C'est-à-dire que... Oh putain, je décroche, désolé les gars. Mais juste, je me trompe pas, où le genre, moi on m'a enseigné ça à l'école, hein, où j'ai eu la théorie du genre, c'est-à-dire le nom, le verbe, le sujet, c'est pas ça le genre, non? Dans ta grammaire? Oui. Tu as raison. Bon, allez. Non, mais c'est les trucs sexuels en fait. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'était l'ancien temps. C'est pas ça Là, c'était gentil. Là. Non. Mais est-ce qu'on peut se sentir minéral aussi, ou se sentir chaise, et puis demander des toilettes, tu vois, des toilettes pour menhir, ou des toilettes pour ours? Bah ouais, comme je m'appelle Mishka. Tu vois, moi je me sens Mishka, je veux le 71e genre, et je veux des toilettes. Attends, mais il y en a qui se prennent pour des animaux. J'avais vu ça une fois. La nana, elle se déguisait en chien, donc elle mettait le casque avec une truffe, là, tu vois, un machin avec une queue, et elle se prenait pour un chien. Et c'est de 30 espèces, je crois. Ah mais ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. Je faisais visiter Paris à des... Espèces. Ouais, ça existe. Et ça j'ai vu ça. Je faisais visiter Paris à des amis et on est tombé en fait dans la Gay Pride. Et il y avait des gens qui étaient déguisés en chiens. Ouais, voilà, et ils se baladaient en laisse d'autres êtres humains en fait. Ouais, ils se prennent pour des animaux. Et le fait c'est que j'étais avec des amis polonais et eux ils ont bien bugué quand même là-dessus. Ils ont fait la France problème. Ils ont dit non mais la France ça problème, tu vois. Je fais non mais c'est des gens qui s'amusent. Parce que là ils se considèrent plus comme des hommes. Je veux dire il y a une différence entre la conscience animale et la conscience humaine, tu vois. À un moment donné ils régressent à la conscience animale ces jeunes-là quoi. Bah, peut-être qu'ils acceptent ça comme zone de confort
comme ils n'ont pas le confort en tant qu'humains, ils regressent un petit peu en dessous, quoi. En fait, ils acceptent leurs conditions d'esclaves. Parce que les gars, ils avaient des chaînes autour du cou, quand même. Ouais, Bah là, quand c'est un animal. l'esclavagisme Mais sexuel. en même temps, l'animalité, là, c'est vraiment le rapport de domination et de soumission, l'animalité. Tu vois le truc? Il joue ça. Parce que la perversion, ben c'est ça. Donc le mec accepte d'être esclave, d'être tenu en chaîne, cagoulé, etc. C'est le paroxysme, encore une fois, de la domination, quoi. Tu vois? Et de la perversion. Et de la perversion, c'est Ok, vrai. j'ai une question. J'ai une question alors, du coup. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, Mishka? C'est à toi de parler. Du coup, l'homme normal, l'homme, voilà. Je me pose pas trop la question, parce que déjà se poser la question, c'est, enfin, tu vois, il y a, Mais en fait, enfin, je sais pas, tais-toi, et puis toi t'es un autre, et puis, enfin voilà, déjà se poser la question sur sa masculinité, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. C'est pas normal d'être derrière un ordinateur, à rien branler ou à se branler. Mais c'est pas ça, mais au niveau de ta création, Voilà. ton rapport au monde, à la fin du mois, t'as juste pianoté sur un putain d'ordinateur, t'as été une merde en acceptant, tu vois, d'être soumis à un patron qui ne sait pas non plus ce qu'il fait à part pousser du dossier et pousser de la data, on est sur du virtuel, et à la fin, t'as rien créé, enfin... nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient à la fin de la journée, ils avaient labouré le champ, tu vois. Ils avaient moissonné un champ, ils avaient construit un mur, etc. Tout, c'est des choses palpables, physiques, des choses mesurables. Alors que là, on a enrichi le patron, le CAC 40, Alors, ou je sais pas trop quoi. Il faut défendre cette dignité du travail alors. Le travail manuel, bien sûr. Je crois qu'il faut défendre la dignité humaine tout court, tu vois le truc. La dignité humaine, mais du coup, qu'est-ce que c'est humain, tu vois? Moi j'ai un exemple Et moi, très très beau. je pense que C'est là où on est dans le retour au fondamental. Mais je pense que c'est Qu'est-ce que c'est un humain? dans notre rapport au monde et dans comment on le transforme. Et c'est là où ça doit peut-être faire l'objet d'un live spécial, tu vois, parce que Oula. on peut pas rester juste sur la critique de la décadence. Il faut parler De la raison pure. de ce que ça doit être un projet Gilets jaunes. C'est pas essayer de plein belle le projet. En tout cas, il y a une chose très belle que j'ai apprise récemment, très récemment, à l'occasion d'une tragédie qui est l'incendie de Notre-Dame. C'est l'expression populaire, ça n'a pas duré 107 ans ce live. Non, ça n'a pas duré 107 ans. En fait, 107 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour construire Notre-Dame. Imaginez une chose très très belle. Ces anonymes, ces charpentiers, ces artisans qui ont construit Notre-Dame, qui n'ont pas vu la fin de Notre-Dame, mais qui de facto, même si eux l'ont pas vu, ils ont participé à quelque chose qui Qui les dépassait. les dépassait et qui est venu jusqu'à nous. Et ça c'est beau, même si on ne retient pas s'il s'appelait Jean, Paul, Pierre, Jacques, peu importe. 107 ans pour construire Notre-Dame. D'où l'expression ça va pas durer 107 ans. Donc là, après, on touche à une question, c'est le but de la vie. Non, mais on part super loin. Regardez, là, on a mis une nouvelle bûche dans le feu, on est bien. Quel est le but de notre existence? On peut aussi se poser la question. Est-ce qu'on est là juste pour subir nos pulsions, nos désirs, avoir Et une l'oligarchie. qui va jouer avec, ou voilà, non, mais c'est quoi le but de la vie? Est-ce que c'est de juste satisfaire nos pulsions et d'être dans une phase de matérialité, en fait? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une verticalité, une spiritualité, une quête de quelque chose, de réalisation, et on se réalise comment? Si on doit se réaliser, peut-être qu'on ne doit pas se réaliser, peut-être qu'on doit juste être finalement comme dans Matrice, tu sais, dans un rêve sous perfusion, etc. Et puis choisir finalement, je vais retourner dans la matrice à condition, je vais trahir tous mes potes, je vais retourner dans la matrice à condition que vous me fassiez très riche à manger des gros steaks. Ou on préfère finalement le combat parce qu'on va se réaliser et que le but finalement c'est pas d'atteindre le but parce que la victoire en soi il n'y a rien de certain et puis on n'est pas du tout sûr, mais le fait déjà de se lever et puis de combattre, c'est déjà ça en fait, c'est dans ce process en fait qu'on se réalise. C'est pas dans le but, c'est en fait dans le voyage. Le but de l'existence, en fait, sur Terre, c'est de vivre une expérience. Pour pouvoir évoluer, en fait, parce que le but de l'existence, c'est quand même l'évolution
pour aller vers l'illumination, en réalité, enfin, vers pour retourner vers la source créatrice. Donc là, c'est très spirituel, là, tu as une verticalité des choses. Oui, forcément. Mais est-ce que tu peux vivre toute ta vie dans un matérialisme, enfin, je veux dire, dans une horizontalité des choses? Disons que chaque individu a sa propre expérience. On ne peut pas avoir tous la même expérience et on ne peut pas avoir tous la même vision parce qu'on est tous différents et qu'on vit tous une expérience spécifique. Mais, donc on n'est pas tous au même niveau de conscience, donc on ne peut pas faire des généralités à ce niveau-là. Mais toujours est-il que le but de l'incarnation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que... Là, si tu crois à l'âme. Ben oui. De toute façon, mais là, tu as une vision un peu religieuse, parce que l'âme, c'est la parcelle de Dieu en toi, enfin, tu vois... C'est pas religieux, c'est spirituel. Mais la vie, chaque individu vit une expérience qui nous est propre à chacun. Après, on a des affinités avec les autres, puisque on est tous un petit peu dans le même genre d'expérience. On est tous un peu fait pareil. Donc quelque part, on vit une expérience matérielle qui est similaire, mais au niveau spirituel, on a tous des degrés de conscience différents. Donc voilà, donc l'existence sert à expérimenter, voilà, c'est une expérience. C'est juste une expérience. C'est l'âme qui expérimenterait la vie, quoi. Enfin, le champ des possibles. Ouais, c'est ça. Putain, on parle de l'oligarchie et on dérive sur de la philo. Alors là, pour le coup, on a digressé, mais grave. C'est bien, c'est bien. Parce que pour revenir à l'oligarchie, moi je suis de ceux qui pensent, tout simplement, merci. Je suis de ceux qui pensent tout simplement qu'on est dans un univers où se poser la question de pourquoi n'est pas vain. Et l'oligarchie ne veut pas qu'on se pose la question du pourquoi en disant c'est vain. À la limite, tu peux te poser le comment, mais pas le pourquoi. Alors je pense au contraire que se poser la question du pourquoi n'est pas vain dans l'univers dans lequel on est, parce que l'on est. Donc je suis assez d'accord avec ce que tu m'as dit. C'est une expérience à vivre et à essayer de progresser, d'avancer, etc. Et ça, je suis assez d'accord parce que c'est pas vain. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses, en tant que gilet jaune, donc ça fait 5 mois et demi, il y a quand même des sacrifices énormes, tu vois, à titre perso, par rapport à ta vie familiale, à ta vie sentimentale, à ton travail, enfin bref, à tes heures de sommeil, enfin tout. C'est un investissement, t'es activiste, hein, donc tu vois, tu mouilles le maillot plusieurs fois par semaine, etc. Est-ce que toi, t'es spirituel, hein? Enfin, t'as une spiritualité. Je suis croyant. T'es croyant, donc ok. Est-ce que tu penses qu'on peut être gilet jaune et matérialiste à fond, ou est-ce que le fait de se sacrifier pour le bien commun, donc pour autrui, tu vois, ou pour ses gamins, ou l'avenir de ses enfants, ou pour la dignité du peuple, etc., ça induit finalement une spiritualité sans tu vois, une spiritualité affichée ou pas, en fait. On peut se découvrir avec une spiritualité en étant dans ce combat des gilets jaunes. Bon, il est 2h30 du matin, je suis un peu fatigué. Mais je pense que quelque part, même un matérialiste, s'il a foi en l'homme, quelque part, il peut être très utile au combat des gilets jaunes, ou même en général à l'humanité. Tu penses qu'on peut rester au stade du matérialisme pur? Non, mais je pense que quelqu'un... Non, le matérialisme pur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si quelqu'un aime sa femme, c'est pas du matérialisme pur. Il n'est pas là juste par intérêt avec sa femme, parce qu'il aime sa femme. Il aime ses enfants, donc c'est pas du matérialisme pur. Et ce que je veux dire, c'est que... Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Dès que tu as l'amour, dès que tu as le sentiment d'amour, c'est une expression d'une forme de spiritualité. Je parle de matérialisme pur, donc je retiens le mot matérialisme pur. Voilà. Mais quelqu'un qui est matérialiste, mais qui a foi dans l'humanité et qui est utile à l'humanité, qui sert ce qu'il pense être voilà, le bien de l'humanité,
C'est utile au combat. Hein. Ouais, mais tu peux pas. Après, moi je suis croyant. Mais là, c'est quelqu'un qui est spirituel. Il y a une spiritualité là. Si tu parles de l'ensemble, si tu es purement matérialiste, normalement, c'est basé sur l'égoïsme. Quelqu'un qui croit plus dans la matière et dans les lois de la matière, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bah, ou alors c'est quelqu'un qui est Non, ça complètement n'existe pas, détaché. mais. Le matérialisme pur, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, mais je comprends ce qu'il veut dire, puisque moi j'ai des exemples autour de moi. Donc, quelqu'un qui est hyper matérialiste, en fait, c'est quelqu'un qui vit complètement dans le mental, donc qui est coupé de son soi supérieur. Il est hors sol. Ouais. Enfin, non, il est complètement dans le sol, justement. Et il s'est coupé des étoiles. Et donc je pense que quelqu'un qui est dans le matérialisme à fond la caisse, pas pur, mais à fond la caisse, en fait, il ne peut pas être gilet jaune. Il peut pas être, Lui, il veut jouir de la vie. Donc il n'a pas à se battre pour les autres, en fait. Il n'a rien à foutre. Ouais, jouir de la vie, mais en fait, il est complètement à côté de la plaque. Parce que tu ne peux pas jouir de la vie si tu es dans le matérialisme à fond la caisse. Jouir vraiment de la vie, c'est justement être capable de tout ressentir. Oui, tu veux dire qu'il est coupé de son intériorité. Oui, en fait, si tu veux, pour jouir vraiment de la vie, il faut être capable d'être détaché justement du côté matérialiste. Tu peux t'extasier sur un... Attends, fais gaffe, joue pas avec le micro parce que les gens ils disent qu'ils t'entendent pas en fait quand tu joues avec le micro. Tu joues et tu y penses plus. Au niveau du genou. Ouais. Il est là le micro, là, comme ça. Tu peux le poser là, ton genou. Ouais, donc... Ça marche. Toi, quand tu parles, quand on dit jouir de la vie, ça veut dire s'extasier de n'importe quoi, de la plus petite chose à la plus grande chose. Donc, Mais dans la société de consommation, ouais. le bonheur, c'est par la possession de choses matérielles. Mais ça, c'est complètement fictif. En fait, on en parlait tout à l'heure, justement, de la consommation compulsive. En fait, tu compenses une frustration, en fait. Tu as l'impression de te remplir. En fait, en consommant à outrance, en fait, tu remplis un vide intérieur. Mais en fait, c'est complètement illusoire. Et en fait, quand tu t'aperçois que dès que tu as acheté, en fait, tu es toujours aussi frustré puisque tu n'arrives jamais à combler ce vide que tu as à l'intérieur de toi, que tu ne peux pas remplir avec du matériel. Donc tu vas retourner bosser ou tu vas faire un crédit pour continuer le shopping. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Jusqu'à ce que tu aies repris possession, au sens noble du terme, de ce que tu es vraiment et que tu établisses la connexion. Donc il n'y a que le spirituel qui peut remplir ce vide intérieur. Tout à fait. Mais ça, c'est pas du tout vendu dans l'American Way of Life. L'American Way of Life, ouais, tu m'étonnes. Alors, Attention, parce que- le véritable sacrifice. Quoique, c'est ça aussi. Cadillac, c'est peut-être spirituel. Attention parce que Oh là, dans vas-y. l'American Way of Non, Life, je déconne, je il y a de déconne. la spiritualité. Hein. Dans Ils sont quoi? très 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 croyants les Américains. Oui, mais Ah ouais. non, oui, mais Donc il y a aussi une spiritualité qui peut être dévoyée. Ouais, c'est pour ça qu'il faut Oui, pas il faut confondre. pas- Ceux qui Ouais, sont au faut pas pouvoir aujourd'hui, c'est confondre, des chrétiens sionistes, Non, mais il ne faut pas confondre croyance apocalyptiques. Non, mais et spiritualité. Ouais, Tu vois, c'est juste, voilà. ouais, on a tout faux, là. juste attention aux mots. Quand tu vois la publicité, tu te balades dans les rues de Paris, tu vois la publicité sur les grosses voitures, sur les femmes en sous-vêtements sur l'arrière des bus, etc. Là, on est sur la société de consommation, on est sur l'histoire de frustration, de... Il y a un truc qui est intéressant, c'est Jean Tirole. Jean Tirole, qui est le prix Nobel d'économie français, là, qui est un champion de l'école du comportementalisme économique, et donc qui en fait considère que les comportements humains sont irrationnels, qu'on est fait de pulsions, du fait de notre environnement familial, professionnel, etc., etc. Et que donc, pour optimiser l'économie, pour optimiser les politiques publiques, pour tout ça, il faut jouer sur l'irrationnel. Il faut jouer sur des choses qui sont inconscientes et qui meuvent les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a même les couleurs des pubs qui jouent là-dessus. Les contrastes de volume de son dans les séries B, ce type de choses, ou le fait de tenir en haleine, ce type de ressort-là, c'est tout à fait réfléchi. Et c'est là que la question de l'oligarchie
elle ne concerne pas que l'oligarchie elle-même, elle concerne toute une matrice de pensée qui écarte alors peut-être c'est ça que tu entends par spiritualité, mais le fait de prendre conscience par la réflexion, par le travail introspectif, ou la compassion, le fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, d'arriver à comprendre ce que juste avant on ne comprenait pas forcément. Et ça, c'est ce qui peut permettre à ce qu'on se dise, oui, en effet, le choix que je viens de faire, c'est bon, je peux l'assumer et j'en suis content. Là où les achats pulsionnels, bah, tu l'as fait, tu sais pas vraiment pourquoi. Et tout à l'heure, on parlait de changement de fin de cycle. Hein. Tu parlais de fin de cycle, de fin de décadence, etc. Le renouveau, c'est quoi? C'est le renouveau de la tradition? C'est le renouveau spirituel? Non, c'est le renouveau c'est l'évolution de l'humanité, en fait. Donc on est dans une crise où l'humanité va changer de forme. Et d'ailleurs, c'est ce que l'oligarchie sait pertinemment, parce que si nous l'ignorons, eux, ils le savent. Et on va devenir plus spirituel ou... Oui. Ouais, clairement. Donc c'est plutôt optimiste, là, ton message. Ouais, mais on va passer par quelque chose de très dur. Pour cette évolution. On va passer par une phase... on va passer par une phase difficile, ouais. Parce qu'en fait, mais après, il y aura autre chose. Hein. Donc il faut rester positif. Ce qui est important finalement, c'est notre combat, c'est pas tant les résultats qu'on va obtenir. Je crois que ni positif ni négatif, mais à un moment donné, voir vraiment ce qui se joue. Ce qui se joue, dans le tréfonds de la chose, c'est l'évolution de l'humanité. Et l'oligarchie veut garder sa domination sur l'humanité, sur l'humain, et elle bloque cette évolution par tous les moyens. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, c'est un blocage de cette évolution. Elle était un petit peu conspirationniste, parce que j'ai l'impression que tu vas nous parler des 11 vaccins là, pour les nouveau-nés. Ça en fait partie, ouais. Ça en fait partie. Il y a un scientifique à Montpellier en 2015, je crois, qui, par une étude, a démontré qu'il y avait un effet cocktail en additionnant certains métaux, certains perturbateurs endocriniens, certains pesticides. Et cet effet cocktail multipliait, je crois, la toxicité de ces produits par 100. Donc il y a une volonté vraiment de couper cette évolution de l'humanité. Et là, tu penses à la limitation des populations comme Malthus ou les Georgia, tu sais, les pierres en Géorgie, là, où ils disaient 250 millions ou 500 millions d'humains. Oui. Tu penses que c'est dans cette optique-là? Ou c'est simplement mettre le trouble et gérer par le chaos? Bah, il y a plusieurs strates, je dirais, quand même. Il y a plusieurs grilles de lecture. Quoi. Parce qu'après, il y a même le fait d'être en bonne santé, ça répond à des critères assez précis. Et il y a 36 façons d'être en mauvaise santé. 36 000, ouais. 36 000 façons, là, ça. Donc, à partir du moment où on est dans un avion sans pilote, ou en tout cas le pilote paye son caprice dans la cabine, et laisse les mecs derrière se démerder, la moitié de l'avion décoller, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans les fossés, qui se retrouvent juste à l'autre côté, quoi. Donc... Puis la maladie, ça leur rapporte de l'argent aussi, quoi. Il y a cette lecture-là aussi. Ils rendent malade l'humanité pour, à un moment donné, mieux les soigner aussi. Donc ça rapporte de l'argent, tu vois le truc. Et où ils sont très vicieux, c'est que les anxiolytiques représentent 18% en France des bénéfices des laboratoires pharmaceutiques. C'est 10 fois plus que les vaccins en termes de bénéfices. Mais ils savent très bien ce que va provoquer leur perversion, tu vois le truc. Et oui. Donc ça c'est permis. Ils ont connaissance de tout ça, ces gens-là. Je sais pas, je pense qu'il suffit en fait de voir le cynisme qu'ils ont. C'est que le fait que les gens soient en mauvaise santé aujourd'hui, c'est déjà pour beaucoup explicable par tous les plats préparés avec des choses. Voilà, c'est juste super sain. Non. Mais les mecs juste ils bossent. C'est de la nourriture. Mais ils bossent pour préparer des plats pour les gens qui n'ont pas le temps. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Seulement, le fait d'avoir d'un côté des législations où on importe des produits qui viennent des US, OGM, machin, alors qu'ici on interdit
les producteurs de bosser avec de l'OGM, c'est juste pas cohérent. Et après, avoir cette folie-là dans l'agroalimentaire, en même temps qu'on a un service de santé où on essaye de payer des médecins et tout, bah, c'est pas cohérent non plus. Ouais. Donc, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément à chercher une volonté de la part de type de mettre des petites gouttelettes de je sais pas quoi dans les plats de nos gosses à la cantine. Tu vois. Enfin, juste, en fait, c'est juste un monde où on n'est pas en train de préparer des gens en bonne santé. C'est clair. La solution, ça serait pas sortir de la matrice, mais au niveau local. Tu vois, on parlait des monnaies locales tout à l'heure, on parlait de grainothèque, de faire son jardin, de... Ouais, mais c'est possible. Mais avec En zone rurale, c'est encore possible. Oui, mais Pour combien de temps, moi, après, voilà. coordination avec les villes. Aujourd'hui, tu prends l'électricité, l'information, la justice. On se bagarre pour le RIC ou avoir un meilleur accès aux services publics, etc. Ce type de choses-là, typiquement, ça demande des moyens et une organisation béton. Aujourd'hui, on est dans une situation où le numérique crée les conditions où on peut avoir une démocratie directe, l'accès aux informations, juger assez rapidement de choses complexes. Tout ça, ça demande une organisation à grande échelle. La nation aujourd'hui, c'est l'échelle qui peut permettre une véritable démocratie parce qu'on a une langue, on a une culture, etc. Mais au niveau local seul, il y a une organisation à avoir. Ça c'est clair. Ouais, au niveau local seul, c'est un repli sur soi en fait qui est pas pérenne. Mais tu peux fonctionner au niveau local, en autosuffisance, et pourtant être ouvert au reste. Ouais, mais à terme, tu vas être rattrapé en fait par le système, par les impôts, par les... À moins qu'on change le système. Parce que tu parles du digital, mais à quoi sert le digital à l'heure actuelle? Essentiellement pour le contrôle des masses. Non mais pas que, Non, tu vois, pas que. le digital. Mais non, regarde les gilets jaunes, c'est bien grâce au digital. Mais pour moi, les gilets jaunes au départ, c'était une ingénierie sociale. Oui, mais Vas-y, ça, développe. Il y a des faits qui montrent qu'à un moment donné, giletsjaunes.com avait été créé 2 ans avant le mouvement des gilets jaunes. Ouais, mais c'est peut-être un mec qui voulait vendre des gilets jaunes, tout simplement. Faut pas psychoter non plus. Non, je sais Non, pas. je ne psychote pas, mais à l'heure actuelle, tel que je vois comment fonctionne le monde et la falsification du monde, si tu veux, le capital, il contrôle tout, il falsifie tout. Guy Debord l'expliquait royalement à un moment donné dans les commentaires de la Société du spectacle. Alors à partir de ce postulat, un mouvement révolutionnaire spontané n'est pas possible. Ah, mais qui cherche Par contre, ce mouvement, cette ingénierie sociale, qu'elle n'ait pas fonctionné comme ils évoluent dès le départ, là je suis d'accord. Donc là, tu penses que c'est Frankenstein qui a échappé au créateur. Longtemps. Donc là, ils essayent de nous récupérer, là. Oui, à fond. Vu les infiltrations politiques, à fond. Pour qu'on reste dans le jeu des partis politiques bien pyramidaux, bien opaques, bien autoritaires. Les gilets jaunes, il faut virer tous les partis politiques et les syndicats. Quoi. Bah, les gars de la base, ils sont déjà gilets jaunes. C'est à eux de faire la révolution gilets jaunes à l'intérieur de leurs entités politiques et syndicales. Mais c'est ce qui est en train d'arriver au niveau de la base. Hein. Je ne sais pas si c'est possible. Non, ça c'était au départ. Mais là, ça a été complètement récupéré. Parce que là, ils sont en train de réaccepter, de refaire des deals avec les syndicats. Mais il n'y a pas de deal à avoir avec eux. Ils nous ont trompés depuis 50 ans. Tu vois bien que là, aujourd'hui à Paris, et là, ça part dans tous les sens, cette discussion, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Exact. C'est n'importe quoi. Là. Mais, donc, ce qui s'est passé là, à Paris ce week-end, c'est que là, ils préparaient c'était apparemment une mise en bouche du 1er mai. Et donc là où il y avait les gilets jaunes, les syndicats, la CGT. Mais c'est mort, la CGT. Non, mais fait partie du passé, du système. Je sais, mais moi, l'autre fois, j'étais à Vierzon. Là, à Vierzon, il y avait une marche. Il y avait les gilets jaunes avec la CGT. Ah oui, mais ça se sent. C'est malheureux, mais la CGT, toute la logique du rapport de force partisane, où il faut faire bloc avec ces drapeaux sont en mode tortue. Là, mais les apparatchiks de la CGT n'ont rien à voir. C'est des putains de sociotraites, ils n'ont rien à voir avec les gilets jaunes. La division de l'oligarchie ne marche pas bien. Ce que je veux dire, c'est que de la même manière que les oligarques vont toujours, de toute manière, tenter de récupérer les trucs, ou tenter de faire des provocations, etc. Ça, c'est clair.
Mais ce que nous, on a comme possibilité, comme capacité, c'est à créer justement un autre rapport à ce monde-là et le fait d'avoir des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui s'exercent à penser. Donc toi, tu restes optimiste. Il y a de quoi. Et moi, je pense que l'oligarchie ne contrôle pas tout. Par contre, elle a une capacité à contrôler ce qui n'était pas de son fait. À s'adapter. Elle ne contrôle pas tout. Donc la spontanéité est encore possible. Oh. Bah messieurs. Et il y a une chose qu'on ne pourra pas empêcher, c'est que le 1er mai est avant tout une fête syndicale depuis un siècle. Il ne faut pas non plus péter tout au-dessous du cul. Par contre, si on a un syndicaliste à côté de soi, on se dit qu'est-ce qu'on pense de l'oligarchie? L'oligarchie, le syndicat, il n'en parle pas beaucoup. Alors qu'est-ce que tu en dis? Mais là, là, c'est du syndicalisme révolutionnaire. Voilà, c'est tout. Là, on parle de syndicalisme révolutionnaire et pas du syndicalisme réformiste. Je parle juste du 1er mai, la fête du travail, ce n'est pas quelque chose des gilets jaunes. Ça existe depuis plus d'un siècle dans notre pays. Mais de toute façon, tout ça, ça appartient au passé. Il ne faut pas non plus paniquer. Tout ça, ça appartient au passé, en fait. Oui, mais il ne faut pas s'agacer des images de gilets jaunes avec des syndicats le 1er mai. C'est à peu près... Pourtant, je ne veux pas être méchant, mais voilà. T'as bien des gens qui se prétendent être gilets jaunes. Attends. Parce que alors, ils connaissent quoi. Il y a des gens qui, toi, ils en représentent. Est-ce qu'on peut te filmer ou ça te dérange? De toute façon, tu vas être à contre-jour, là, donc on va rien le voir. Non, mais voilà, il y a certaines personnes qui se présentent comme être représentées des jeunes, mais qui s'associent aussi à certains partis politiques. Mais est-ce qu'on est obligé de les choisir eux? Non. Bah non, on reproduit un système pyramidal, donc là, non. Heureusement. Donc voilà, pourquoi on leur dit tout de suite, ouais, vous êtes le représentant de tel et tel parti, alors que, pas de méchant, je crois que pour l'instant, les jaunes, on est une partie de personnes. On est apartisan et asyndical, voilà. On est quoi? On est les citoyens, voilà. On est juste des gens qui ont envie de vivre. C'est ça. Alors pourquoi on les représente eux tout de suite? Alors, et qui les met en avant, si ce n'est les médias? Mais c'est les médias qui les mettent en avant. Ouais. Et les médias appartiennent à qui? Bah, un petit peu à 9 oligarques. Hein. BFM, LCI. Je veux dire, toi ou. Non, mais regarde, toi en tant que gilet jaune, jamais LCI ou BFM va t'inviter sur un plateau. Ils vont vouloir prendre du Juan Branco, ils vont vouloir. BFM machin. Moi, je vois, il y a eu Aluna, un comique un peu sérieux. Et c'est la même chose, il a voulu jouer les machins, les Bigard, parce que Bigard ouvre sa gueule un peu. Pourtant, Bigard, je ne veux pas être méchant, mais moi, c'est une personne que j'aime bien. J'ai toujours lu, ouvert, il a dit ce qu'il pensait, voilà, sans avoir parti pour l'un, pour l'autre, comme certains politiques, comme certains médias. Je vois Berne, ouais, au début, il était pour les gilets jaunes, il y en a plein qui étaient pour les gilets jaunes. Et qui ont vu que ça allait un peu trop loin, bah, ils ont des spectacles à assurer, tu vois, ils peuvent pas se mettre l'establishment à dos, le système à dos, parce que sinon ils n'auront pas de salle pour jouer, ils vont avoir des emmerdes, etc. Alors que les gilets jaunes font partie de leurs spectateurs et de ceux qui achètent leurs DVD, leurs spectacles. C'est eux qui achètent leurs billets, c'est eux qui les font vivre. Et d'ailleurs, Bigard pourra continuer à soutenir les Gilets jaunes, et toute sa tournée qui était prévue sur 3 mois était interdite. Ouais, par Varmatin, je sais pas trop quoi. Parce qu'il a supporté les Gilets jaunes, c'est quoi. Pourtant, c'est bien la preuve par l'absurde des pressions. Pourtant, je ne veux pas être méchant, il aurait continué, je sais que ce spectacle aurait bien marché. Bon. Pourquoi? Parce que moi, contrairement à d'autres, il a été à prendre. Alors dis-moi la nuit, ça fait 3 heures qu'on discute dans le live. On sait que des gilets jaunes discutaient avec toi de l'oligarchie, tu connaissais pas. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette discussion sur l'oligarchie? Qu'est-ce que toi t'en as retenu? L'oligarchie? Ouais. C'est l'oligarchie, tu vois. Toujours. Il y a du boulot. Bah ouais, on va continuer à bosser. C'est comme dit, c'est les termes que vous employez, ouais, c'est bien beau. Mais je sais pas, le paysan, l'ouvrier, c'est simple. On s'en fout des grands mots comme ça.
C'est les avantages qu'on cherche à côté. Ouais, mais là, c'est les conséquences, c'est l'écume des choses. Si on voit sur les causes des causes des causes, on va arriver sur la création de l'argent, on va arriver sur la dette, on va arriver, tu vois, à s'intéresser. La dette de quoi? Au début de la dette, on l'a remboursée à cause des fumeurs. Les 42,1 milliards d'euros, c'est le deuxième poste de dépenses de l'État. Il y en Donc, a de moins en moins, alors qu'ils vont tous au frontalier, on va dire honnête. Après, il y a eu... Mais est-ce que toi, tu acceptes de payer la dette? Quelle dette? Il y a une dette en France qui représente À peu- 5% du PIB, c'est-à-dire 2000 milliards d'euros à peu 2000 près. milliards d'euros. Toi comme moi, on n'a jamais voté pour cette La dette. seule chose que je fais, c'est les impôts. Non, mais est-ce que tu acceptes qu'une partie des impôts que tu payes paye cette dette? Les intérêts de la Chaque dette, hein, année. les intérêts. Chaque année. Pas le choix. Tu penses que tu n'as pas le choix? J'ai pas le choix. Et maintenant, si on te dit que cette dette a été fabriquée de toutes pièces par des banquiers, qu'elle n'existe pas dans la réalité, c'est-à-dire... Ça, c'est pas nouveau. Ouais, mais est-ce que du coup, tu acceptes toujours de payer la dette? On n'a pas le choix. Pourquoi? C'est payer à la source. Pourquoi? Payer à la source. Même si c'est pas d'accord, de toute façon, on va te la retirer. Donc on peut rien faire, là. Il faut se résigner en fait. Il faut se résigner? Quoi? J'étais pas avec pendant 68. Non. Bah regarde les gilets jaunes. Tu crois qu'on se résigne? Ça fait 5 mois qu'on est dehors, bientôt 6 mois. Il y a encore du boulot. Il y en a toujours. C'est énorme. Ça, c'est l'optimisme. On pourra faire ce qu'on veut, de toute façon, l'État. Regarde, Macron, il nous a sorti, ouais, pour l'essence, on va payer moins cher, machin, et au bout de 3 mois, on fait le même prix. Exact. Donc voilà. On va Combien sortir les de belles gasoil paroles. à Vierzon? Je sais pas, bon. À 46. J'ai vu ce matin. Même prix que chez moi, Épinay-sur-Seine. Pareil. Et voilà. On le pas. Et c'est-à-dire. Sur vous, tu vas prendre un euro. Pourtant, la couche de zone, c'est la même partout. Bah écoute, on te propose un truc là. Oui. C'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu veux. À toi le mot de la fin. Ouais, là. Ce que tu veux. Je sais pas si les jeunes sont censurés de toute façon. Ça sera le mot de la fin. Messieurs, chaque jour compte. Messieurs, dames, chaque jour compte. On continue à monter des équipes, force et honneur, et monter des équipes bande de glands. En fait, le mot d'octobre.